Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour ceux qui ont raté la première phrase. Donc là, on est entre nous, on est en équipe ce soir, on n'a pas particulièrement d'invités, mais on a des gens de l'équipe qu'on voit pas souvent, donc c'est l'occasion de discuter tous ensemble, de décrypter l'actualité de la semaine. Donc au programme ce soir, on va parler de la levée des subventions pour l'UNRWA, donc c'est l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. On va aussi parler des suites de l'ordonnance qui a été donnée par la CIJ au sujet de l'accusation de la plainte de l'Afrique du Sud pour génocide contre Israël. Et on va ensuite aussi également parler du Conseil constitutionnel et des décisions qui ont été rendues concernant la loi immigration. Donc voilà, plusieurs articles ont été censurés. On va aussi avoir une chronique ciné de Yazid au sujet du film qui s'appelle Le Dernier des Juifs, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça, c'est les agriculteurs, Mariam, c'est quand même là. Tu vois, on sait que t'aimes pas les paysans. tu vois, je t'avais dit que je l'avais dans un coin de ma tête, mais là, je sais qu'il y a un truc qui manque, et c'est les agriculteurs. Évidemment, qu'on va parler de la grosse actualité chaude de la semaine. Donc voilà, la lutte des agriculteurs. Avec moi sur le plateau ce soir, Adèle, comment ça va? Le micro. Le micro. Voilà, je prends l'habitude. Voilà les nouveaux. Voilà. C'est le fait que vous ayez tous des micros sur pied. Je me suis dit que j'avais un micro sur pied aussi. Okay. C'est du visitage, Adèle. C'est vraiment terrible. Mais sinon, ça va. Cool. Voilà. Ok. Sabrina, salut. comment ça va? Ça va, très bien. Ouais. Elle nous a demandé en fait de dire pourquoi. Du coup, j'ai l'esprit de contradiction, je vais un peu la piéger, donc ça va. Magnifique, t'inquiète pas. Et toi-même? Bah ça va, tranquillement. Je suis contente d'être là, contente de parler d'actu avec vous. Youssef Boussouma. Écoutez, bonsoir à tous, ça va très bien. Ah, je vais te faire une petite promo. Allez voir l'interview de Youssef Boussouma pour le média Mizan, qui est presque à 30 000 vues, je crois, même plus peut-être, parce que j'ai regardé ce matin, et qui est vraiment super. C'est une interview de 1h30 au moins, qui s'appelle La preuve par la Palestine, et c'est disponible sur YouTube. Ah bah j'irai la voir. Les commentaires sont vraiment super. Youssef, ça dure 5 heures. Ah, les ou commentaires 8 heures sont super. Youssef, la vidéo dure 5 heures ou 8 heures? Je sais pas s'ils ont fait un montage ou pas. Elle a été coupée au montage. Ouais, je sais pas s'ils ont fait des montages ou pas. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? C'est la sonnette. Ah, c'est la sonnette, pardon. Yazid. Salam. Yazid, notre cinéphile, comment tu vas? Ça va très bien, très bien. Ouais. Beaucoup de films en ce moment. Et je voudrais dire pardon à Youssef de commencer en retard. Bah, c'est pas de ta faute. Non, parce qu'il me gueule dessus depuis tout à l'heure, en fait. Oui, désolé pour le retard, les gens. Désolé pour le retard. Azadi, Mariam. ça va? Enchanté. Et toi et Sabrina, vous êtes vraiment les pires. Ouais, ça va. On a fêté les 100 ans de. Ouais, en toute Ouais. transparence. On a fêté la mort de ce chauve ici présent, Ouais. il y a quelques jours. Les 100 ans de sa mort. Ouais. Donc. On va en parler, on va peut-être faire une émission Ouais. sur le sujet. Ça sur va être très stylé, vous allez voir. le centenaire de la mort de Lénine. Pourquoi t'as voulu participer à l'émission, Azadi? Il y a que moi à qui on pose la Ouais, question. ouais. Bah, j'ai vu des jeunes, j'ai vu Youssef, j'ai vu mon idole, donc je suis venu. D'accord, Voilà. super. Ah, Youssef. On s'entend bien, Youssef. Hein. Sauf quand c'est l'Iran. Bon, bref. On voit pas bien le chat, c'est dommage. Le chat, on vous voit Ah pas oui. bien. Normalement, sur le mur, on voit bien. Ah oui, Et s'il y a là, moyen peut-être de déplacer ouais. le projecteur. Agrandissez-moi tout ça, ouais. Arrondis-moi le. Alors, en attendant, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, donc l'actualité en Palestine. L'actualité en Palestine, donc je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des points. Écoutez-moi, les amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des points sur la situation humanitaire en Palestine, vraiment, parce que forcément, ce qui se passe, c'est que la guerre avance, et donc on s'habitue, et donc forcément, on fait plus attention, etc. Mais là, il y a l'occasion de revenir dessus, bien simplement avec la levée des subventions, donc par 9 pays. C'est l'arrêt des subventions. L'arrêt des subventions. C'est pas la levée du blocus, ouais. L'arrêt des subventions donc de 9 pays occidentaux. Donc au début, la France n'avait pas arrêté les subventions, mais ça a été décidé dans la foulée en fait de la décision de la CIJ. Et bon, c'est évidemment ultra important parce que ces subventions, elles servent à quoi? Eh bien, tout simplement, elles servent à soutenir les réfugiés palestiniens et surtout dans un contexte humanitaire comme celui-là. Là, on est vraiment dans un contexte de crise humanitaire où il y a près de 1,5 million de personnes qui sont regroupées sur une petite partie de la bande de Gaza, où il y a un risque de famine pour 40% de la population au moins, où on n'a toujours pas l'arrivée en carburant et en énergie, notamment pour le traitement de l'eau. Donc ça, il y a aussi beaucoup d'épidémies qui se développent, avec notamment l'hépatite A, je crois, qui se développe beaucoup en ce moment, notamment chez les enfants en bas âge, en fait. Donc voilà, cette décision de la France, je pense qu'elle a choqué beaucoup de monde.
Parce que là, vraiment, quand on touche à l'humanitaire, ça choque. On a l'impression que l'humanitaire, c'est un peu en dehors du politique, que c'est les droits humains, que c'est voilà, que c'est un peu en dehors de décisions de guerre, etc. Donc ça a choqué beaucoup de monde. Et Youssef, tu voulais revenir sur l'origine de cette agence-là onusienne, parce qu'elle est un peu particulière par rapport à l'histoire de la Palestine et d'Israël. Alors sur l'origine et puis sur le caractère absolument abject. Un petit problème de micro. Ah, on donne un nouveau micro à Youssef. Donc je disais sur l'arrêt Alors, il y a ces- quelqu'un qui dit la France gèle son financement, mais ne le retire pas pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a une petite subtilité à ce Alors, niveau-là aussi. Voilà. Pas que la France Parce qu'ils d'ailleurs, ont fait un communiqué, j'ai vu aussi, mais c'était pas mais très pas clair. que la France, tous. Ouais. Aucun ne peut d'ailleurs, Mm. ou n'a le droit, même légalement, de cesser définitivement ses financements de toute façon. La France ne fait que faire comme les autres. Mm. Pour quelle raison? Alors très rapidement, l'agence onusienne de l'UNRWA, c'est un cas assez particulier, puisque normalement tous les réfugiés dépendent du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Hein. Tous les réfugiés qu'il y a sur Terre dépendent de ce Haut Commissariat aux réfugiés, hein, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Mais les Palestiniens, eux, c'est particulier. Ça a été la plus grande masse de réfugiés qui survient après la Seconde Guerre mondiale. Donc du coup, un comité ad hoc, donc sur le coup, a été constitué, qu'on appelle donc l'UNRWA. Ce comité de l'UNRWA a été chargé, comment tu le rappelais, Yazid, tout à l'heure, était chargé normalement pour une période de 2 ans, eh bien de s'occuper de ces réfugiés de Palestine qui affluent à partir du mois d'avril 1948. Alors, contrairement à la légende sioniste, ces réfugiés ne sont pas une conséquence, enfin une contingence de l'entrée en guerre, enfin des armées arabes après le 15 mai 48, mais ils ont commencé à être expulsés avant même le 15 mai 48, hein, dès le mois d'avril 1948. Toujours est-il que devant cet afflux énorme de réfugiés, eh bien, l'ONU est obligée de créer une agence particulière pour gérer les camps de réfugiés qui aussitôt s'organisent dans tous les pays de la région. Au Liban, en Syrie, ces gens qui arrivent, qui fuient, faut bien les mettre quelque part. Donc on les installe dans des camps de tentes, hein, voilà, et il y a un organisme qui va être créé, l'UNRWA. Alors l'UNRWA, sans revenir dessus, donc normalement était prévu pour 2 ans, mais bien évidemment personne n'y croyait. Pourquoi 2 ans? Parce qu'en théorie, l'État d'Israël aurait dû respecter la résolution 194 de l'ONU sur le droit au retour des réfugiés. Et cette résolution 194 du droit au retour des réfugiés, elle est faite suite au rapport du comte Bernadotte, Folke Bernadotte, l'envoyé spécial des Nations Unies en Palestine, et qui d'ailleurs est assassiné au même moment par un commando de l'Irgun, un commando sioniste, il est assassiné à Jérusalem, avec son aide de camp qui était un Français d'ailleurs, le colonel Serrault. Et suite à cela, il a quand même eu le temps de faire un rapport. Et dans ce rapport, il dit « Rien ne doit s'opposer au retour des réfugiés ». C'est à la suite de ce rapport que la résolution 194 de l'ONU sera votée. Et donc, au début de l'année 49, quand Israël va être admis à l'ONU, au mois de mars 49, quand Israël est admis, eh bien, Israël est admis avec une condition, c'est de respecter toutes les résolutions de l'ONU, donc y compris la résolution 194 sur le droit au retour. Alors, naïveté, je n'y crois pas, mais les puissances, dominantes à l'ONU, eh bien, savaient très bien qu'Israël n'allait pas le respecter, mais on a fait comme si. Donc, au départ, c'était prévu uniquement pour 2 ans. On a fait semblant de croire que d'ici 2 ans, eh bien, Israël se conformerait à la résolution 194 et permettrait le retour. Bien évidemment que non. Et Israël, à ce jour, bien qu'il l'a promis, n'a jamais respecté cette résolution sur le droit au retour. On arrive à aujourd'hui. Il y a à peu près 30 000 fonctionnaires de l'UNRWA. Et la particularité de l'UNRWA, c'est que c'est un organisme qui est chargé à la fois du relèvement des réfugiés. Le but n'était pas uniquement d'apporter une aide humanitaire aux réfugiés, mais c'était aussi de permettre leur redressement en quelque sorte. Donc l'UNRWA, d'emblée, va axer son activité sur l'éducation. Et sur la création même de micro-entreprises déjà à l'époque. D'ailleurs, il y a une école de l'UNRWA qui avait été bombardée au début. Mais plusieurs écoles ont été bombardées. Ah oui. On se rappelle dès le début. Hein, je me Bien rappelle. sûr, et plusieurs dizaines de fonctionnaires de l'UNRWA ont été tués depuis le début de l'offensive. Quand on parle des personnes de l'ONU qui ont été tuées, c'est ceux de cette agence-là, justement? Entre autres, Bien sûr. Oui. bien sûr, tu as tout à fait Qui a raison. été visé par Israël dès le Mais début bien en sûr. disant que c'était une agence de terroristes, etc. Dès le début, Israël veut détruire l'UNRWA. Je vais vous dire depuis 1948, en fait. Israël veut depuis 49, pardon, depuis la création de l'UNRWA. Depuis 1949, Israël veut détruire l'UNRWA. N'a jamais eu de cesse
de vouloir détruire l'UNRWA, de présenter l'UNRWA comme étant une officine hostile à Israël, etc., etc., etc. Alors, ce qu'il y a de grave aujourd'hui, c'est que l'UNRWA, je l'ai dit, son activité essentielle, c'est l'éducation, mais aussi, il y a des pharmaciens de l'UNRWA, il y a des médecins de l'UNRWA, mais il y a beaucoup d'instituteurs et de professeurs. Bien sûr, mais à tel point, et l'action de l'UNRWA a été tellement efficace depuis 1949, que cela a permis aux Palestiniens d'acquérir le plus haut niveau d'éducation de tout le Moyen-Orient. Vous savez que le peuple palestinien est le peuple le plus éduqué du Moyen-Orient, grâce à ces écoles, le plus grand nombre de bacheliers, grâce à ces écoles de l'UNRWA qui étaient d'une très haute qualité. D'accord ? Et ça, c'était extrêmement important. Et c'est aussi ce qui a permis au peuple palestinien de se réorganiser après la Nakba, etc., etc. Donc, c'est très, très important. Et Israël l'a bien compris qu'il veut détruire l'UNRWA aujourd'hui. D'accord ? Alors, concernant ces prétendues accusations, Israël prétend que 12 fonctionnaires de l'UNRWA seraient convaincus d'avoir participé à l'opération du 7 octobre, avec en plus des véhicules de l'UNRWA. Alors, premièrement, ce sont des aveux, entre guillemets, extorqués par les services israéliens, donc sous la torture, parce qu'on rappelle qu'Israël pratique la torture. Moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que les pays qui arrêtent ces subventions partent du principe que ces déclarations sont vraies? Mais exactement. Israël est l'État le plus menteur au monde. Je crois même que moi, particulièrement lorsque je parle d'Israël, avant même de dire que c'est un État criminel, assassin, je dis c'est l'État menteur. C'est l'État qui a érigé le mensonge au niveau d'un art. Il y a le 7e art, c'est le cinéma. Il y en a un 8e, c'est le mensonge, et il est en Israël. Je ne connais aucun État au monde qui ment autant. Même les Américains ne mentent pas autant. C'est absolument hallucinant. Israël a passé son temps à mentir. N'oubliez pas une chose, c'est qu'Israël a commencé par dire au monde entier que la Palestine était vide, que c'était un désert, un peuple comment une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et la terre entière a cru ou a fait semblant d'y croire. Israël a commencé à dire que la Nakba n'a jamais eu lieu, parce qu'il faut quand même savoir aussi. Un jour, il faudra qu'on s'amuse à faire cela, le compte-rendu. La Nakba, pendant très longtemps, Israël disait que les Palestiniens sont partis d'eux-mêmes. Et ils avaient même, soi-disant, des enregistrements radio de leaders arabes qui appelaient les Palestiniens à quitter la Palestine en 47-48. Il y avait tout un truc. Bon, ça a été complètement démonté, entre autres, par un historien irlandais à l'époque. Et toujours est-il que, comme ça n'a plus marché, ce mensonge, ils ont dû inventer autre chose. Alors maintenant, ils ont inventé un autre... Effectivement, des Palestiniens sont partis, mais ça équivaut au nombre de Juifs qui sont partis des pays arabes. Donc on a simplement eu un échange de population sur le modèle de ce qui s'est passé entre le Pakistan et l'Inde, qui d'ailleurs sont créés la même année, en 48, la même année qu'Israël. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, on peut pas réécrire l'histoire, d'accord, et de façon rétroactive, alors que la Nakba a commencé avant même le 15 mai. Enfin bref. Donc à chaque fois, Israël ment sans arrêt. Alors on va pas revenir sur les légendes, là, sur les bébés décapités, sur tout cela. Alors c'est comme si les gens avaient oublié qu'Israël a menti sans arrêt. L'autre grand mensonge, c'est de prétendre qu'effectivement Israël allait reconnaître les résolutions de l'ONU alors qu'il ne les a jamais reconnues. Et Israël a été condamné 47 fois par l'ONU, d'accord, pour ne pas avoir... Alors voilà, donc je n'arrive pas à comprendre, et tu as parfaitement raison de le dire, comment ces pays occidentaux, tout d'un coup, des accusations fallacieuses obtenues par les services israéliens, dont on sait qu'ils pratiquent la torture, auraient une valeur. Mais quand bien même ce serait vrai, comment peut-on rendre responsable une agence avec 30 000 fonctionnaires du comportement de 12 personnes Comment ? Parce que tu as dit 1,5 million, mais en tout, l'UNRWA s'occupe de 5 800 000 Palestiniens au Moyen-Orient. Donc ça veut dire que là, on coupe les vivres à 5 800 000 personnes qui n'ont que cela pour vivre. Pardon, Je sais plus ce que je voulais dire, mais Yazid, vas-y. Ouais, déjà. Je voulais juste ce ajouter une chose, mais vas-y. Tu as rappelé au début, c'est que c'est les pays qui ont arrêté ces subventions, c'est des pays occidentaux. Et donc, ils ont arrêté l'humanitaire. Donc, ça remet sur le devant de la scène que cette aide humanitaire, elle a toujours été sous condition. C'est que ça va permettre le sous-développement sur place pour toujours tenir en laisse les populations en Palestine. Oui, mais en plus, ce qui est grave, c'est que cette aide, elle est dispensée parce qu'Israël refuse de permettre le droit au retour. C'est ça le problème. Donc on dit effectivement, mais on ne fait pas pression sur Israël pour qu'Israël applique la résolution 194. En gros, c'est une compensation. C'est une compensation que les Occidentaux n'arrivent pas à appliquer une résolution de l'ONU. On dit en compensation, on vous donne ça. Exactement. En plus, c'est un organisme, juste pour revenir sur les 12 personnes, je voulais dire un truc en plus, c'est que ça fait plus de 75 ans qu'elle est respectable, elle est respectée,
et d'un coup 12 personnes arrivent, et ça suffit pour tout arrêter. Absolument. Sans oublier que dès le début, après 7 octobre, ils ont en fait Israël, c'est ce que je dis tout le temps, les gens doivent réfléchir de manière simple et stratégique. L'Israël attaque si vivement cette institution, ça prouve son importance, 1, et 2, aujourd'hui ça prouve sa victoire finalement. Sa victoire, parce que là, si ils arrêtent, ils gèlent au moins le financement du second semestre, si j'ai bien compris, le premier semestre sera quand même financé. C'est une victoire pour Israël. Sachant qu'en plus, nous-mêmes, notre camp, on se disait, quelques jours après, c'était quelques jours avant, c'était la décision du Conseil de la Voilà. Cour internationale de justice. On se disait, La bon, veille, ok, il me semble même. donc- C'était le lendemain. c'était le lendemain. En fait, attendez, rendez-vous compte de l'horreur de la chose. La Cour internationale de justice dit Ouais, ouais. risque de génocide. Le lendemain, les Occidentaux, les États occidentaux font un bras d'honneur à l'humanité entière en disant on s'en fiche des risques de génocide. On va faire pire même que de ne pas appliquer ce que dit la Cour internationale. On va faire pire. On va enlever le petit bandage qu'on avait mis sur le peuple tu as palestinien. C'est absolument- encore. Rendez-vous compte de ouais. Enfin, c'est une horreur absolue en termes de tout. Tout est une horreur dans les faits, dans le timing. Le Tout est timing, juste, bien sûr. En fait, c'est vraiment. Voilà, nous sommes les puissants et on va vous écraser encore plus qu'on vous écrase. Justement, Quoi. est-ce que, Vous vous rendez compte de l'horreur quand même? Tu as absolument raison en disant bras d'honneur de l'Occident. Oui, vraiment. est-ce que selon vous, justement, le fait que ça intervienne juste après, est-ce que c'est une façon pour le camp impérialiste, on va dire, de se défendre Rideau de fumée. et de voilà et C'est de rappeler à l'ordre que l'aide qu'on vous a toujours donnée, elle est sous condition. Mais C'est l'impérialisme humanitaire. un peu. mais Tourner la parole après. Mais alors l'idée, juste pour terminer, c'est qu'il y a de grave en plus, c'est que non seulement ces accusations sont infondées, etc. Non seulement elles pénalisent toute une population, 5,8 millions Palestiniens, d'accord, c'est-à-dire à peu près la moitié de tous les Palestiniens. Il y a à peu près 13 millions de Palestiniens sur terre. Mais l'autre problème, c'est que Israël a commencé à ne pas respecter la décision de la CJ. Hein. C'est que la décision a été tellement. Israël a recommencé à bombarder les populations, les hôpitaux, sans aucun problème, comme si de rien n'était. Et il n'y a personne qui dit, mais attendez, là, il y a un problème. La Cour internationale vient à peine de rendre son jugement, qu'Israël n'en a absolument rien à faire. Hein. Et les morts s'additionnent. Il y a eu 150 morts depuis la décision de la Cour internationale de justice. C'est absolument hallucinant. Et aussitôt, comme un seul homme, les 9 pays courent pour dire non mais c'est absolument incroyable d'abjection. Je dis c'est absolument abject. Et que la France participe à cela. Parce que la France, il y a quelque chose de particulier. C'est que la France, en 1949, avec les États-Unis et la Turquie, était précisément chargée par l'ONU de respecter le respect, enfin de vérifier le respect par Israël des résolutions de l'ONU, entre autres de la 194. Et bien sûr, la France n'a rien dit. Et jusqu'à maintenant, France, États-Unis et Turquie à l'époque étaient précisément chargés à l'application de ces résolutions. Donc la France, elle a un rôle particulier. Donc cette duplicité française est absolument abjecte, innommable. D'autant plus qu'ils savent très bien qu'Israël mente. Moi, je vais vous dire une chose. Ils savent pertinemment qu'Israël mente. Non seulement ils savent qu'Israël ment, mais ils l'accompagnent. Et là, actuellement, la France collabore militairement avec l'État d'Israël. Israël continue à recevoir de l'aide militaire, mais de l'aide économique, par l'intermédiaire de la clause d'association économique entre Israël et l'Union européenne, qui dispense Israël de payer tous les droits de douane du commerce avec l'Union européenne, qui est son premier partenaire économique. Ça veut dire quoi? Donc Israël peut se permettre de tuer, de massacrer, de piétiner les décisions de la Cour de justice internationale, d'accord, sans aucun problème, mais les Palestiniens, sur des accusations totalement fallacieuses, données par les services secrets israéliens, enfin le Mossad, le Shin Bet, on supprime cela. C'est absolument innommable, c'est abject. Et l'Occident montre chaque jour son véritable visage. C'est un visage sale, mais vraiment sale. Par rapport à la décision de la Cour internationale de justice, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, c'était le ministre des Affaires étrangères qui avait dit que qualifier de génocide ce qui se passait à Gaza, c'était une faute morale. Donc finalement, ce qui est arrivé, la décision de la Cour de justice, qui est une instance internationale reconnue par la France aussi, qui est on va dire la plus haute instance de justice ici-bas, reconnue par tous les États, c'est quand même une claque pour la France. Et c'est un revers.
faire. D'autant que ce verdict aussi, dans la Cour, en fait, la Cour n'a jamais qualifié les attaques du 7 octobre de terrorisme. Et ça encore, Ça existe pas en droit international. exactement, voilà, c'est ça. Et nous, ça fait 4 mois qu'on n'entend parler que de ça, terrorisme. Donc là, en fait, il y a un risque de génocide ou un génocide en cours. 2, c'est pas du terrorisme. Pour la France, c'est quand même s'isoler du droit international, c'est pas rien. Et effectivement, que la suspension des subventions arrive le lendemain, c'est certainement pas le hasard. Et bon, je pense que même si par rapport à cette décision, beaucoup de gens ont regretté qu'il n'y avait pas le cessez-le-feu qui était, peut-être tu vas en parler, mais c'est quand même une forme de victoire, hein, parce que nous quand même, ça nous permet de dire on va dire que c'est un génocide et vous allez rien dire, et on va pas dire que c'est du terrorisme et vous allez rien dire, et finalement c'est une petite avancée. C'est un peu comme quand il y a eu la reconnaissance de la situation d'apartheid. Bon, ça nous permet quand même de nous référer à des instances, même si on n'y met pas toute sa confiance, mais ça permet quand même de faire avancer les choses. Peut-être toi, Youssef, tu veux parler du cessez-le-feu. C'est que beaucoup de gens avaient parlé de ça, de cette décision. Ça tient à la nature ça tient à la nature de la procédure, en fait. En ce sens que la procédure portait sur le génocide. Et donc, c'était quelque chose qui était à prévoir. Et moi, c'est un petit peu ce que j'avais dit auparavant. J'avais dit le risque, c'est qu'effectivement, la Cour se défausse en disant nous allons demander à Israël de faire attention à ne pas provoquer de génocide. Si vous posez la question, il y a un risque de génocide. Eh bien, c'est évident qu'il y a 2 possibilités. Soit, effectivement, la Cour prononce un ordre de cessez-le-feu, qui, auquel cas, aurait été joint au débat du Conseil de sécurité. Vous savez comment ça se passe. Si jamais il y avait eu un ordre de cessez-le-feu de la Cour de justice internationale, eh bien, l'Afrique du Sud aurait demandé à ce que ce verdict soit examiné en Conseil de sécurité. D'ailleurs, au Conseil de sécurité, actuellement, il y a l'Algérie oui, et l'Algérie qui vient d'entrer comme pays non permanent. Et donc, il y aurait eu des gens pour faire écho à cela au Conseil de sécurité. Et là, les États-Unis, évidemment, auraient opposé leur veto, comme on s'en doute. Là, ça, on savait, on connaissait le scénario. Voilà, mais donc après, cela aurait été débattu à l'Assemblée générale. C'est ça le règlement de l'ONU. Hein. Lorsqu'il y a un verdict de la Cour de justice internationale, ça passe d'abord au Conseil de sécurité, et ensuite, si jamais il y a un veto, eh bien, ça doit être débattu en Assemblée générale. Et en Assemblée générale, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les États-Unis de justifier la non-application de ce cessez-le-feu. Vous voyez, c'était ça un petit peu. Mais comme la question était, il y a un risque de génocide, donc la Cour s'est un petit peu défaussée en disant, nous allons demander à Israël de prouver, de mettre en place en tout cas des mesures qui puissent empêcher. Alors c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Ça, selon toi ? Alors c'est contraignant dans un mois, si effectivement, alors l'Afrique du Sud, elle s'y emploie d'ailleurs, elle réunit toutes les preuves actuellement, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des faits qui sont en train d'être réunis par l'Afrique du Sud, et pas uniquement l'Afrique du Sud, tous les pays qui se joignent à cette plainte, hein, et tout cela est absolument en train de consigner, donc il faut que les sionistes le sachent. Toutes les vidéos là où ils se vantent, etc., tous les crétins là, tous les connards, excusez-moi, qui se vantent, qui montent des vidéos en faisant exploser des immeubles et tout, c'est absolument hallucinant. Ils donnent eux-mêmes les preuves de leur propre culpabilité. Mais oui. C'est des dingues, hein. Mais oui, mais ils sont... Mais c'est pire que ça. Non, ils ont le sentiment d'impunité. Non, mais c'est pire C'est que ça. le bris. Non, mais attends, c'est pire. T'as pas vu hier ou c'était avant-hier la conférence avec quelques ministres israéliens, etc., qui disaient qu'on va recoloniser Gaza. Ils l'ont dit explicitement. Ils l'ont dit explicitement. Ils l'ont dit explicitement leur projet. Mais il y a eu un meeting qui s'est tenu à Jérusalem Voilà, exactement. hier, d'accord. Et dans ce meeting, il y avait 11 ministres et 15 parlementaires israéliens. 11 ministres. 11 du ministres. gouvernement. C'est Mais énorme, oui, 11 et ministres. 15 parlementaires. Hein, et il y a une grande banderole qui a été déployée à la tribune. Hein, et cette banderole, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit recolonisons Gaza. Recolonisons Gaza. Revenons à Gaza, etc. Oui, c'est assumé. En présence de tous ces ministres. Donc c'est plus qu'un pied de nez à cette décision de la Cour. T'as vu leur stratégie, c'était de dire qu'ils voulaient se baser sur le fait que les soldats ne partiraient pas. Donc sur l'état de fait, comme quoi les soldats occuperaient en fait Gaza. C'est littéralement un nettoyage ethnique. C'est ça. C'est une armée qui va enlever une autre pour enlever une population pour en mettre une autre, avec en plus des soldats qui le font. Enfin, il y a tout là. Ouais. Le pire, c'est que c'est des ministres. Rendez-vous compte. Ok, imaginez l'extrême droite fait quelque chose, mais sans les ministres, avec complaisance. C'est pire que de la complaisance.
Ils y sont même. Bien 11 sûr, ministres. Il y a bien combien de sûr. ministres? Il y a Et- 50 ministres. Et C'est quasiment la majorité du gouvernement et là-dedans d'ailleurs, quand même. tu as raison, mais dans les attendus du verdict de la Cour internationale, il était dit que des responsables gouvernementaux israéliens faisaient l'apologie de tout cela. Ça a été encore fait, Oui. d'accord. Et c'était une des preuves qui est apportée. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, ils refont la même chose. Ils s'en Ils fichent en fait. À la limite. On dirait que c'est rien pour eux, c'est rien. Ils s'en fichent complètement, donc faut arrêter, je vous le dis, Monsieur Macron et les autres, arrêtez cette comédie, Dites-nous que vous êtes pour l'éradication du peuple palestinien, les choses seront beaucoup plus claires. Arrêtez vos mensonges. La France participe, d'accord, à ce nettoyage ethnique aujourd'hui, et la France devra payer les conséquences de cela au plan juridique, parce que les choses ne vont pas s'arrêter là. Alors peut-être qu'ils vont essayer de malmener, de piétiner ces décisions de justice. Mais comme on dit, le roi est nu. C'est que vous ne pourrez plus vous protéger derrière un prétendu droit international. Désormais, ce ne sera plus la peine de nous parler d'Ukraine ou de quoi que ce soit. Absolument, d'accord. Vous êtes en train de tuer ce droit sur lequel prétendument l'Union européenne, entre autres parce que les États-Unis c'est un monde à part, c'est un autre monde, sur lequel l'Union européenne est bâtie, et c'est-à-dire prétendument un monde de paix, de respect des droits de l'homme, etc. Tout ça est absolument faux. Vous êtes en train de le tuer, vous êtes en train de tuer vos derniers arguments, d'accord? Donc sachez-le, on vous voit tous et on voit vos agissements, d'accord? Et cela est absolument incroyable parce que ceux qui aujourd'hui soutiennent l'État d'Israël, soutiennent ce nettoyage ethnique, sont des complices de ces nettoyages ethniques. Et ils devront en rendre compte demain. Ils devront en rendre compte parce que nous faisons confiance à l'Afrique du Sud, nous faisons confiance à tous ces juristes dans le monde, nous faisons confiance à tous ces peuples pour ne pas lâcher l'affaire, et ils ne vont pas lâcher l'affaire. D'ailleurs, il y a un communiqué de la résistance palestinienne qui est sorti aujourd'hui, où la résistance salue tous les peuples et remercie tous les peuples du monde pour leur action, en leur disant tenez bon, nous tenons bon nous, d'accord, tenez bon, nous allons continuer tous ensemble. Voilà, et c'est ça qui va se passer. Et la France va se ramasser la honte suprême, la prétendue France des droits de l'homme, dont on sait très bien ce qu'elle en fait, ces droits de l'homme, d'accord. La France va se ramasser, la France avec ses JO, ses prétendus JO là, d'accord. On va vraiment rigoler, Justement, comment est-ce qu'on peut comparer? Parce que là, j'imagine que souvent on voit ça, on voit les sanctions économiques qui sont portées contre la Russie, contre pays du Sud. Souvent, en fait, les pays occidentaux, la justice internationale, ils usent de ces moyens-là, les moyens, justement, des sanctions économiques, des procès, etc. Et là, comment est-ce que ça se tient, en fait, tout ce système international? Comment est-ce qu'il se tient face à cette situation où, là, d'un seul coup, c'est tous contre un, tous contre Gaza, quoi? Ouais. Mais en fait, ça c'est intéressant parce que c'est à l'échelle même d'un pays. Prends l'échelle d'un État, la loi, elle est toujours faite pour dominer le plus faible. La loi, les plus forts ne respectent jamais la loi. Oui, la démocratie sert les dominants. Exactement. Oui. Et ben là, tu fais ça à l'échelle mondiale, pac, Ouais. tu l'as. C'est clair, tout le monde le comprend sans aller dans le fond de la loi. Par contre, ta question serait plutôt sur ce voile qui tomberait, c'est ça, en quelque sorte. Mais nous, ce qui est étonnant, c'est qu'on se rend compte entre nous. Nous, le voile, quand tu suis la politique, quand tu t'étudies l'histoire, etc., tu sais que le voile est là. D'accord? Maintenant, quand tu vois un peu ce qui se passe dans le monde, tu sens que même les personnes qui ne vont pas être poétisées, etc., comme on pourrait l'imaginer, pour eux, même pour ces personnes-là, le voile tombe. Ça commence à se voir. Tu vois, quoi. en fait, Ouais. les gens doivent comprendre que ce qui se passe dans le monde, nous, on le ressent en France, mais le monde entier le ressent. Mais aussi, regardez ce qui s'est passé récemment, on viendra après, mais juste, je fais un parallèle. Quand on voit Darmanin dire une absolue dinguerie, quand il dit que voilà, c'est des revendications non violentes, donc on ne va pas à la police, donc la police n'est pas là pour ça, etc. Tout le monde se rend compte de la folie. Pas besoin d'avoir suivi Sainte-Soline ou la réforme des retraites pour se rendre compte de l'absurdité du mensonge qu'il vient de dire. C'est de la même manière, quand on voit ce que fait Israël, de toute façon, c'est très simple. Comme l'a dit Youssef, Israël s'en vante même. Israël s'en vante. Monte en fait. Vous savez, au début, ils disaient, mais on va juste s'occuper du Hamas. Maintenant, ils font des vidéos. Ils détruisent des bâtiments par dizaines de milliers. Soit le Hamas, ils sont 100 000, soit ils se foutent de notre gueule, en fait. Là. Et ben, le monde le sait, le monde le s'en rend compte. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas besoin de lire 14 000 livres pour s'en rendre compte. On est humain. En fait, c'est le côté. Là, on en revient à. Les réseaux sociaux. On en revient à un humanisme de. En fait, ce qui est bien avec ce qui se passe, c'est la politique, c'est ça. C'est que là, les contradictions sont tellement évidentes et puissantes qu'on n'en revient même plus à la question de communisme, lutte des classes. On s'en fiche maintenant. C'est une question d'humanisme ou de non-humanisme. Vous êtes humain ou pas? C'est aussi simple que ça.
soit vous êtes humain et vous avez un minimum de compassion, de compréhension de ce qui se passe, ou bien vous êtes un misérable pour qui la vie n'est qu'un spectacle et pour qui la vie n'est que jeu de pouvoir et donc jeu de mensonge. C'est ça. Là, je dis ça pour tout le monde. Je dis pas ça que pour. Moi, je dis ça aussi pour vos amis qui ne sont pas politisés là, qui puissent même penser à défendre Israël. Méfiez-vous de ces personnes-là. Non, mais, non, on en vient là. Regarde. À une époque, on disait bon, t'es de gauche, de droite, bon, bah, ok. Mais là, c'est fini. La question Israël-Palestine, c'est fini de je comprends pas l'histoire ou je sais pas quoi. Là, tout de suite, là, tout le monde sait ce qui se passe. C'est plus possible de pas savoir. Donc, soit tu es du côté de l'humanité, soit tu es de l'autre côté, soit t'es de l'autre côté. Et comme l'a très bien dit Youssef, au-delà de la France qui paiera, les gens paieront. C'est souvent pour ça que les gens ils se politisent dans les moments de crise, en fait, dans les moments de crise, dans les moments de guerre. C'est là où c'est l'occasion vraiment où chacun peut voir, chacun peut se saisir des faits sociaux, en fait, des faits sociaux qui habituellement peuvent paraître un peu plus cachés, où c'est difficile de lire, où c'est difficile de. Voilà, là dans les moments de crise, ça radicalise en fait, ça radicalise. T'es d'un côté ou de l'autre. C'est comme au second tour des présidentielles quand tu dois voter pour l'extrême droite ou pas pour l'extrême droite. Bon, à un moment il faut faire un choix quoi. Moi, je Adèle. voudrais parler d'une initiative que j'ai vue passer aujourd'hui sur les réseaux qui m'intéresse pas mal, qui va vous intéresser. Je pense que c'est une pétition qui pourrait être présentée à l'Assemblée nationale, qui doit recueillir un certain nombre de signatures, je crois que c'est 100 000, et qui, si elle les reçoit, sera débattue à l'Assemblée nationale Vous au mettez la sujet. mise sur le Ouais, chat. c'est ça. Super. Elle a été mise sur le chat. En fait, au sujet du suivi en termes de renseignement et de psychiatrie pour les Français qui sont partis combattre dans l'armée israélienne, parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers mois. Et en l'occurrence, cette pétition a pour but de montrer que on ne sait jamais s'ils reviennent, ils peuvent être déjà extrêmement dangereux ici. Et puis évidemment, là-bas, ils commettent les mêmes actions que leurs comment on dit déjà, camarades. C'est quoi Ouais. exactement cette Pour pétition? ficher et suivre les soldats Ouais. français qui sont allés. C'est ça. T'as pas précisé, c'est une pétition pour ficher, c'est ça? Pour les C'est pour- ficher? ouais. Ce que j'ai compris, c'est que c'est Ficher. un peu l'équivalent de la fiche S. mais C'est pas l'équivalent de la fiche S, c'est des fiches S. La Qu'est-ce qu'on en pense, fichonniste, nous en fait. Pour faire des fiches S Ouais, ça, et je serais un peu Youssef, divisé Ouais, parce moi que- je suis un peu c'est quand même bof, un- bof. Je convoque le comprends. conseil je constitutionnel. suis d'accord, mais en l'état, la fiche S ne va pas disparaître demain de toute façon. Donc, bon. Et par ailleurs aussi, il y a une vraie question sur le fait que ça peut créer des menaces d'attentat en France contre des personnes qui porteraient une voix pro-palestinienne, par exemple. Donc ça peut être un danger extrêmement immédiat par rapport à ça. Et voilà, donc là, on en est à 5000, un truc comme ça a été lancé il n'y a pas longtemps. Si ça atteint 100 000 signatures, ce sera débattu à l'Assemblée. Donc au moins, ça pourra mettre un peu l'image là-dessus, parce que je trouve qu'en plus, c'est un truc qui fait partie un peu de ce qu'a dit Azadi sur le fait que ça lève le voile en ce moment, sur le fait que, par exemple, c'est matériellement comparable. Ces mecs français qui vont partir combattre à Tsal, c'est assez comparable à ceux qui partaient rejoindre Daesh. Et à ce moment-là, se poser la question de que font-ils quand ils circulent dans l'espace européen et que font-ils s'ils reviennent. C'est une vraie Voilà. question que ça pose. Hein. Je n'ai pas d'avis fixe sur la question, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ouais, moi juste pour dire, C'est quoi cette entente? Salam Boumet. non, Vas-y, qu'on soit pour ou contre la fiche S, en fait, je pense que ça va de toute façon créer un débat duquel ressortira qu'ils seront contre. Et ça va remettre Qui sur sera contre? l'Assemblée nationale. Ah oui. Donc on va, Ah oui, c'est vrai Oui, que- non, ouais. c'est ça sûr. va créer mais- une séquence. Et Oui. voilà, on sait qu'ils seront contre et qu'ils vont tout faire pour que ça passe pas et ça va créer le débat. Ouais, mais nous, politiquement, on en pense quoi? Justement, je vais vous raconter une histoire. Je dis, on en pense quoi? Je demande au parti. Mais vas-y, vas-y. Un truc, hein. Le dernier procès qui a été fait pour des personnes qui sont parties combattre à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le procès d'ultra-gauche. C'était fait contre plusieurs personnes qui ont combattu Daesh aux côtés des forces kurdes arabes à l'époque. En France, tu veux dire? Oui, en France. D'accord, C'est le premier procès d'ultra-gauche depuis Action Directe en 1990. d'accord. Alors, ils ont été accusés de groupuscules, enfin de créer des groupuscules de terroristes, etc. Ça a été fait alors que même que la France a soutenu ces mêmes forces-là qui combattaient Daesh, d'accord? Rendez-vous compte. Donc là, ces personnes-là qui ont combattu Daesh, ils sont revenus. Il n'y a vraiment aucun risque. Ils ont rien fait de mal dans cette histoire-là. Par contre, un réserviste, pseudo-réserviste israélien, dont on a vu les vidéos, vous avez vu, tout le monde a dû voir ces vidéos,
de ces salopards dans un avion en train de chanter une chanson française pour dire, ou chanter la Marseillaise en train de tuer des Gazaouis, fiers d'eux. Hein. Ces personnes-là rentrent tranquilles. Même le Parisien, rappelez-vous, il y a un titre du Parisien, je m'en souviens très bien, qui donnait la parole à un combattant une personne qui était partie combattre là-bas, qui disait c'est dur, vous savez, la guerre, on n'arrive pas à différencier les civils des. Je sais plus la phrase, c'est des civils des militaires, un truc comme ça. Un truc comme ça, je m'en souviens plus. Vous vous en souvenez ou pas de ce titre du Parisien? En gros, cette personne-là a clairement dit j'ai tué des civils. Et le Parisien lui donne un titre du type le pauvre, quand même, il a dû combattre les théories du Hamas. Rendez-vous compte de la dinguerie, quand même. On est en train de mettre sur. On est passé il y a 2 ans un procès pour des gens qui ont combattu Daesh à un non-procès ou une non-surveillance pour des gens qui ont tué des civils, qui ont participé à un génocide. C'est d'une extrême folie. Alors, concernant cette. Ouais, vas-y. Attends là. Oui. Ouais, je crois Alors, concernant. Personnellement, moi, je ne suis Jean-Paul pas favorable à l'établissement de fiches. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Parce que même ou même pareil pour des dissolutions, je suis. c'est la même chose qu'on avait dit. Pourquoi? Parce qu'on avait dit pour la dissolution de génération Voilà, identitaire. c'est ça. Nous, on était plutôt contre parce qu'on disait voilà, Darmanin, là, il utilise les Voilà. outils répressifs, mais l'abus de ces outils C'est répressifs ça. pour réprimer aussi l'extrême droite. Mais en vérité, c'est nous qui allons morfler. Parce qu'on justifie quand même malgré tout, des mesures d'État qui de toute façon sont iniques. Non, mais par contre, s'agissant de ces réservistes, enfin moi je dis pas, s'agissant de ces mercenaires. Le droit suffit. Pour moi, il s'agit de mercenaires français dans l'armée israélienne. C'est pas une histoire de réservistes, de binationaux, n'importe quoi. Ce sont des mercenaires, d'accord. On aimerait savoir c'est quoi leur déterminant, d'accord, et qui participent à des crimes de guerre et à un possible crime de génocide tel que la Cour de justice l'a dit. Donc ça veut dire que ces gens-là sont aujourd'hui responsables, complices, très certainement, de crimes, au moins de crimes de guerre, mais aussi de possibles crimes de génocide. Alors là, c'est autre chose. Moi, je suis pour des poursuites. Alors, pour des poursuites à la suite de plaintes. Parce que les plaintes, on est d'accord avec ça, on use de plaintes. Est-ce que le droit ne se suffit pas Mais lui-même, après, en fait Oui, Au-delà mais par contre, ça peut être débattu à l'Assemblée, tel qu'un député de la France insoumise, Thomas Porte, effectivement, l'a dit. Effectivement, il faut que cette question soit débattue à l'Assemblée. Et ça, c'est très important. Il faut qu'à l'Assemblée soit débattue la question de ces djihadistes d'Israël. Hein, on pourrait les qualifier de djihadistes d'Israël parce que certains, c'est au nom de principes pseudo-religieux, pseudo-nationaux, mais ils n'ont rien à voir, d'accord. Alors ces djihadistes d'Israël, ces djihadistes sionistes, on va dire, hein, eh bien il faut absolument que leur situation soit débattue, entre autres à l'Assemblée, d'accord. Et il est important que des gens portent plainte parce qu'on peut rester en justice par rapport à ces gens-là, et des juges français sont compétents au nom de ce qu'on appelle la compétence universelle, sont compétents pour les poursuivre en justice, pour possible participation à au moins des crimes de guerre, si ce n'est crimes de génocide. Alors ça, par contre, c'est quelque chose à faire. La démarche de la France insoumise, hein. Moi, c'est vrai que cette histoire de pétition, je suis vraiment dubitative. Hein. Franchement, je vois pas qu'il y a eu cette idée de ficher des gens comme ça. Mais cette démarche déjà en fait, la démarche de la France insoumise, c'est de condamner ces Français, hein, puisqu'ils sont français, de les faire condamner en France pour participation à un crime contre l'humanité. Voilà. Et en fait, ça suffit. Ça suffit, il n'y a pas besoin de les ficher, en fait. Après, ils fichent tout seuls sur les réseaux. Oui, et puis, on ne voit pas pourquoi on rentrerait dans cette logique sécuritaire à vomir, quoi. Franchement, non, il n'y a peut-être pas besoin. Moi, je n'aurais pas signé, en tout cas, cette pétition. Mais après, la France, il me semble qu'elle a... C'est pas la première fois dans l'histoire qu'elle fait ça, qu'elle envoie des gens dans des... Bob Denard, par exemple, c'est un bon exemple. Hein. C'est un mercenaire qui est un salaud qui a fait des folies en Afrique. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est pour ça que je pense que le qualificatif de mercenaire convient très bien. Ce sont des mercenaires et il est absolument ignoble que le Parisien libéré et d'autres journaux leur donnent la parole. Ils donnent la parole à des mercenaires responsables de crimes de guerre. Des génocidaires. On va retrouver à Gaza en train de faire des super vidéos. Regardez, je fais sauter 12 bâtiments d'un coup. Bon, alors le jour, ça leur a pas porté chance, hein, parce que vous êtes au courant. Hein, ils étaient en train de miner 12 immeubles comme ça et manque de chance, ça a sauté prématurément.
Bon, accident du travail, on appelle ça. D'accord. Bon, en tout cas, je crois que les résistants palestiniens n'étaient pas étrangers complètement à ce départ de feu prématuré. Mais toujours est-il que ils le font quotidiennement, parce qu'il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est que vous savez ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Vous savez ce que c'est que ce qui se passe actuellement. L'objectif, alors ils ont rasé Gaza Nord. Ensuite, ils s'en prennent à Khan Younes, d'accord, Gaza Centre. Et maintenant, ils veulent s'en prendre à Gaza Sud, Je crois qu'il y a un chose qui à Rafah. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils veulent s'attaquer à ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie. Alors, le couloir de Philadelphie, eh bien, c'est une bande de terre qui est à la frontière avec l'Égypte. Et le but pour Israël, c'est de prendre le contrôle de cette bande de terre. Alors, pour cela, il faut que l'Égypte soit d'accord. Et de là, actuellement, il y a des tensions très fortes entre l'Égypte et Israël. On ne sait pas comment, effectivement, l'Égypte va réagir par rapport à cela. Donc, le but maintenant, c'est de pousser les habitants vers Rafah, le sud. Au-delà de Rafah, c'est l'Égypte. C'est l'épuration ethnique totale. Et donc, on va voir ce qui va se passer maintenant. Donc, l'enjeu pour Israël, vu qu'ils n'ont rien obtenu à Gaza Nord, je rappelle que les salves de missiles qui sont tirées aujourd'hui, qui ont été tirées aujourd'hui par la résistance palestinienne sur Tel Aviv, entre autres, sont partis d'une zone qui prétendument a été nettoyée par l'État d'Israël, de Gaza Nord. D'accord ? Et donc, cela inquiète terriblement l'armée israélienne parce que ça veut dire qu'une zone qui prétendument avait été entre guillemets nettoyée, eh bien c'est de là que partent les missiles qui ont atteint la salve de missiles qui a atteint Tel Aviv aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, maintenant, ce qui va se passer. Alors, l'hiver est froid actuellement à Gaza, il pleut beaucoup, les réfugiés sont dans l'eau, d'accord, ils n'ont aucun secours. Et donc, par rapport à cela, eh bien, la France, plutôt que de protéger l'entité sioniste, plutôt que de protéger cette armée de criminels, eh bien, ferait bien de faire respecter le droit international. Alors, je dis merci à la France insoumise et honte totale pour tous les autres partis qui aujourd'hui eh bien, s'écrasent et donnent un chèque en blanc à l'entité criminelle Israël. Merci à l'Afrique du Sud. Comment ? À l'Afrique du Sud aussi. Et merci à l'Afrique du Sud, bien sûr. Merci à la grande Afrique du Sud. C'est extraordinaire parce que et là, on voit bien le retour d'ascenseur. Je veux dire, palestiniens et militants anti-apartheid ont été unis pendant des décennies ensemble. Ont combattu. On a, par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a aussi l'inverse. On a des parachutistes sud-africains qui ont participé aux guerres d'Israël, notamment en 67. On a aussi en 67 des communiqués d'ex-militants de l'OAS française qui félicitent l'armée israélienne et qui ont aussi participé. Il faut avoir cela, c'est qu'Israël concentre toutes les pires racailles du monde, toutes les pires racailles de criminels, de malades mentaux, de dégénérés militaires au monde. Ça, faut vraiment le savoir. T'as vu comment Poutou appelle Israël? Non ? Il a dit la saloperie d'État d'Israël. Ah oui, Il a dit ça à la télé. Ah oui. T'as entendu dire ça? Ouais. Ah ouais? À la télé. Oui, Ah oui, oui, j'ai oui. pas entendu. À la Il a dit télé, en plus. saloperie d'État d'Israël. Oui, oui. Ah oui, bien sûr. bien. Et Ah, merci mais- à l'Irlande regarde. aussi, à l'Irlande aussi. Pardon ? Merci à l'Irlande aussi. À l'Irlande, oui, bien sûr. Alors, l'Irlande fait partie avec l'Espagne. Ce sont des pays qui sont exactement. fermes et qui refusent Voilà. absolument qui refusent absolument de suspendre cette aide. Non, mais j'en reviens pas moi de cette aide. J'en suis même pas encore revenu. Comment est-ce qu'ils peuvent faire cela ? C'est un pied de nez. Non, mais c'est incroyable. Moi, je pense qu'il va y avoir des rassemblements devant le Quai d'Orsay. Je pense qu'il va y avoir des manifestations parce que là, la France, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Compte tenu du fait que la France sait pertinemment ce qui se passe parce qu'elle a des fonctionnaires là-bas On enchaîne sur après. place. Voilà. Dernier truc. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à les peuples du Sud qui ont réussi à créer la Cour pénale internationale, tu vois, enfin à participer à ça, à avoir une petite victoire, tu vois. Bim, le lendemain, tous les grands pays impérialistes font oh, calmez-vous les petits pays du Sud, là, on va vous enlever l'argent, vous allez vous calmer tout de suite. Ça fait vraiment du type, vous vous êtes cru réveillé, mais non, calmez-vous tout de suite, là. Ça fait vraiment ça, ça fait vraiment l'impression de, non, on revient à 1950, là, hop. Mais ce qu'il y a de bien dans cette affaire, et pour aller dans ton sens, il y a quand même du positif. Enfin, il y a du positif, il n'y a pas que du négatif. Le positif, c'est que Il l'a relancé. il faut comprendre que. Ça revient à- Non, mais attends, Une pièce non, mais ce qui est dans la marrant- machine. Non, mais ce qui est marrant, c'est que Azazi me regarde, il me dit oh Mariam, faut enchaîner là. Et après, il relance Il Youssef. faut parler avec Youssef.
Non, mais, c'est bien, c'est non, Twitch, mais vas-y. beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de ce qui se passe à Gaza actuellement et pensent que c'est uniquement un conflit local comme ça. Mais c'est la guerre du Vietnam d'aujourd'hui. Oui. Et c'est cette guerre du Vietnam qui a structuré, je ne vais pas dire même plusieurs générations, parce qu'il y a 2 guerres du Vietnam. Hein. La première avec la France, la seconde avec les Indochine. États-Unis. Et elle a structuré mentalement, psychologiquement, au plan militant, hein, des générations. Et ça, c'est extraordinaire. C'est à travers cette guerre du Vietnam qu'on a appris la politique, qu'on a appris beaucoup de principes de solidarité, de choses comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Gaza aujourd'hui. Hein. Et d'autre part, c'est que la victoire de Gaza sera la victoire de tous. Parce que si jamais l'impérialisme est mis en échec, regardez, la bataille, elle se bat à tous les niveaux, elle se passe à tous les niveaux. La résistance palestinienne sur place, mais elle se passe au plan militaire, au plan judiciaire, à tous les niveaux, elle se passe cette bataille, hein, au plan social, au plan intérieur dans les pays, parce que cela fracture aussi dans les pays, hein, détermine ce qui est la vraie gauche, hein, de la fausse gauche et de la droite et de l'extrême droite. Hein. C'est très très important, donc on voit bien comment cette onde de choc palestinienne est transversale au monde. Elle est transversale au monde et elle traverse les clivages et elle détermine qui est vraiment de gauche. Réellement, c'est cela, c'est exactement ce que Angela Davis avait dit. Hein, elle avait dit, ce qui se passe en Palestine détermine qui est vraiment de gauche. Qui a eu 80 ans, on la salue. Absolument, et qu'on salue tout à fait. Alors, justement, elle en sait quelque chose, elle, sur la guerre du Vietnam, sur tout cela, parce que c'est aussi à cette époque... Juste pour conclure, il y a aussi faut revenir à la politicaille de bas étage, c'est que Netanyahou, il essaie de sauver sa peau. Oui. C'est que, en fait, Au sens propre. là, en fait, c'est que il peut pas s'arrêter, en fait, la guerre, parce que sinon, lui, il dégage. Donc, il faut même la CIG, rien ne l'arrêtera, jusqu'à que... Peut-être Trump, il attend Trump en novembre pour le. Le truc, c'est que Biden n'a pas trop envie d'une invasion du Liban. Or, aujourd'hui, Israël est en train de masser de nombreuses troupes au Liban parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais le front libanais est extrêmement chaud, extrêmement chaud. Un tiers des forces israéliennes, non ? Ah ben oui, c'est qu'actuellement, il y a des échanges de tirs tous les jours. Et là, les moyens dont dispose la résistance libanaise sont beaucoup plus importants même que ceux dont disposent les Palestiniens. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une véritable guerre qui a commencé de moyenne intensité, pas de basse intensité ni de haute intensité, mais de moyenne intensité au Liban. Et actuellement, tout est fait. Israël veut donner l'impression qu'il s'apprête à envahir le Liban. Il masse... Il y a plusieurs brigades qui ont été retirées de Gaza, vous savez, beaucoup de brigades israéliennes qui ont été retirées de Gaza et qu'on achemine actuellement vers le nord. Hein. Tout le nord de la Galilée a été évacué. 200 000 personnes ont été évacuées de Galilée actuellement. C'est énorme, d'accord ? Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce risque. Le seul bémol, c'est qu'apparemment Biden n'a pas trop envie d'une nouvelle guerre au Liban. Oui, tout à fait. C'est bon ? Classe. Ah là, personne ne dit plus rien là. Si vous... Sinon, Youssef, Ouais. qu'est-ce que tu penses Non, on va. Je vais vous donner la recette du marloubé. C'est un plat palestinien qui est vraiment formidable. Non, les amis, on va enchaîner sur la loi immigration. Donc, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel. Oh là, ça t'ennuie, Sabrina ? Non ? Ça va ? Ah non, Ah non, allons-y. je sais pas. Je sais pas. Ah non, Ah, tu veux les agriculteurs d'abord ? on voulait qu'on parle Oui, des oui, agriculteurs. Les agriculteurs. C'est l'actualité. Ça emmerde tout le monde, la loi immigration. Bah bravo à Non, vous. non, Non, on va en parler après. Les agriculteurs, bah allez-y. Vous avez quoi à dire sur les non, mais agriculteurs ? toi, ancienne gilet jaune, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement ? Justement, bon, Voilà, tu moi peux c'est vrai répondre à la que question, j'ai été quand même. gilet jaune, donc Non, quand mais je vois, voilà, tu sais, quand je vois En des fait, je lui ai dit en tracteurs, quand je vois coulisses, je lui ai des... dit quand on parlera des agriculteurs, je vais juste dire Attends, les agriculteurs et je Elle vais a dire- fait ouais, elle sait pas ce que Regarde, c'est un mouvement qui sort de quasiment nulle part, on ne le voyait pas Voilà. venir. Et il a l'air de prendre de l'ampleur. Ouais. On Il a l'air- pensait- oui, il prend de l'ampleur. on pensait un côté React, etc., mais qui perd de ce côté React. Le gouvernement perd prise. Donc, qu'est-ce que toi tu sens en tant que personne qui a vécu les gilets jaunes au plein cœur, quoi ? Je Qu'est-ce suis que un t'en peu penses ? la gilet jaune des coloniales, quoi. Dès qu'on parle des gilets jaunes, c'est à moi qu'on fait référence. Bah, tu Mais j'en suis définissais fière. beaucoup comme ça Ouais. avant. Ah non, j'étais gilet jaune. Bon, bref, je vais te répondre à ta question. Justement, je trouve que c'est très intéressant quand il y a des mouvements comme ça qui se lèvent, des protestations. Et évidemment, on pense aux gilets jaunes, mais il y en a eu beaucoup d'autres à travers le monde, en Europe et aussi dans le monde. C'est des mouvements qui sont pas... Enfin, des soulèvements qui ne sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'il y a des revendications communes, bien sûr, mais il y a des revendications libérales, anticapitalistes, patriotes. Tout ça se mélange un peu. Mais il y a quand même quelque chose là qui ressort chez les agriculteurs là, depuis une semaine. C'est quand même la contestation de l'Europe et du cadre européen qui les étouffe et même qui parfois les affame et les fait mourir de faim. Hein. Il y en a qui vraiment qui crèvent. D'ailleurs, il
je crois, il y a un suicide d'agriculteurs tous les 2-3 jours. Oui, Donc c'est voilà, horrible, c'est horrible. voilà, c'est énorme. Et ça, je trouve que la gauche ne doit pas passer à côté de cette contestation de l'Europe. Et j'ai vu que l'AFI s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et d'ailleurs, Mélenchon a fait, je vous invite à le lire, il a fait tout un petit billet comme ça où il replace dans un contexte international et il dit quelque chose, il dit une phrase que j'ai trouvée très très juste. Il dit il y a une volonté de reprendre le contrôle de son existence dans cette contestation de l'Europe. Et ça c'est réel. Ça fait écho, oui. Hein. Ça fait écho à Auria, tout à fait. Et pour la gauche, c'est un peu un fil par rapport aux agriculteurs, parce que d'un côté, il y a prendre en compte toutes ces revendications sociales des agriculteurs qui sont au bout du rouleau, quoi, matériellement, dans leurs conditions d'existence. Et puis de l'autre, il y a le cap écologique qu'il faut garder, parce que ça vous a pas échappé. La FNSEA, le syndicat patronal des agriculteurs, ce n'est pas un truc d'écolo. C'est plus de glyphosate, c'est utiliser l'eau à toute berzingue, c'est l'agro-industrie. Donc là, on a un problème, j'imagine. On a un problème. Et la gauche doit garder ce cap, à la fois essayer d'être sur ses revendications sociales pour pas les laisser à l'extrême droite, et en même temps garder le cap écologique. Bon, et je trouve que c'est assez intéressant parce que nous en tant que non-blancs, en tant qu'antiracistes, on doit pousser la question écologique. Pourquoi ? Parce que derrière la question écologique, il y a toujours les questions impérialistes. L'agro-industrie française, en France, elle est construite sur l'impérialisme français. Pas seulement parce qu'il y a le pétrole, même si c'est un gros problème, mais parce que l'exploitation en fait agricole en France, elle repose sur l'exploitation des matières et des personnes du Sud. Que ce soit parce que pour faire marcher la machine, on a besoin de tous ces engrais dans l'agriculture et que les engrais, ça vient d'où ? Je te montre, ça vient du Maroc, l'extraction du phosphate au Maroc. Le Maroc qui fournit aussi des ouvriers agricoles, mais comme d'autres pays, comme le Sénégal. Et toute cette... L'agro-industrie qui est aussi en train de s'installer au Maroc et dans des pays du Sud. C'est ça qui est terrible. C'est que maintenant, l'impérialisme impose à ces pays du Sud, qui avaient des agricultures autosuffisantes et autres, il lui impose aussi de faire partie de cette chaîne impérialiste, de cette chaîne agro-impérialiste, on va dire. Et nous, peut-être, en tant qu'antiracistes, peut-être que pousser cette question-là, pousser la question de d'accord, on veut bien soutenir les agriculteurs, ils ont le droit de se battre pour leurs conditions de vie, pas de souci. D'accord, on veut bien dire que la question écologique, elle est importante, mais poussons jusqu'au bout la logique. Et à ce moment-là, allons dans une logique anti-impérialiste. Voilà, parce que les agriculteurs, ils sont un peu comme beaucoup d'entre nous, comme la vie moderne, je dirais. Ils veulent à la fois profiter de l'impérialisme, et en même temps, ils veulent pas en payer les conséquences. Et c'est aussi pour ça que de cette lutte-là, nous, spontanément, on se sent un peu étrangers. Bien sûr. On se met sur le côté. Bien sûr. Moi, on se dit, sent sur le côté. On regarde, on kiffe peut-être. Moi, j'aime bien voir des tracteurs comme ça et tout. Je trouve ça fun. Voilà, j'aime bien, par exemple, l'exemple des camions. Je les ai vus arrêter des camions sur les routes et déverser la marchandise parce qu'elle venait de l'étranger. Moi, je regarde ça, ça me fait triper. J'aime bien. Je trouve ça drôle. En même temps, je me dis, ah ouais, mais quand c'est des Marocains qui viennent de l'étranger et que vous faites bosser pour 3 cacahuètes, là par contre, vous ne vous en plaignez pas. Et même la FNSEA, elle veut faciliter encore l'arrivée des étrangers pour qu'ils puissent travailler encore plus sur les exploitations. Voilà, donc ils sont dans cette contradiction qui est celle de beaucoup d'entre nous, mais que nous, peut-être, on peut dénouer on peut dénouer. Ouais. Il faut donc pour l'instant, j'ai l'impression que le mouvement, la FNSEA essaie de réguler le mouvement, mais les agriculteurs vont bien se rendre compte que les intérêts de la FNSEA, qui est dirigée par un patron de l'agroalimentaire, ne sont pas les intérêts des petits agriculteurs. Donc actuellement, c'est les gros paysans, enfin les gros agriculteurs, les seniors, comme disait chez le Canard. Attends, juste un commentaire drôle, quelqu'un qui dit: est-ce qu'il y a des agriculteurs d'écologie? Mais vas-y, continue. C'est ça, voilà, la Confédération paysanne. Exactement. Oui. Et du coup, les intérêts des cadres de la FNSEA ne sont pas les mêmes que ceux de la petite paysannerie, qui elle-même est contrainte par la FNSEA. Donc c'est là où une organisation de gauche a tout à jouer, parce qu'elle peut avancer ces mots d'ordre qui sont la fin du libre-échange, qui déstabilise et les pays du Sud et notre économie en Europe. Donc c'est exactement ce qu'a dit la France Insoumise, c'est très bien. Et puis voilà.
qui met à l'ordre du jour le Frexit. Hein. Exactement. Bon. Adèle, vas-y. Alors, il faut En comprendre. l'occurrence, non, mais pour continuer, parce que tu allais parler de ça, et je voulais justement dire que le mouvement agricole, il n'est pas que en France en ce moment, que dans les autres pays, il y a aussi des mouvements agricoles. En Belgique, ils ont fait la. en Allemagne, en Roumanie, je sais que c'est le cas aussi, et que ça rejoint exactement ce que tu allais, je pense, dire sur l'Europe et les logiques néolibérales de l'Europe. Mais je voulais dire un truc, mais là j'ai oublié, donc je vais te laisser la parole. Et sinon, j'ai une question. Alors, il y a un mouvement qui s'appelle Via Campesina qui est mondial, carrément. Via Campesina, la Confédération paysanne fait partie de Via Campesina. Et là, carrément, c'est un mouvement mondial hein, qui va du Pérou à l'Inde, etc. Oui, c'est ça. Je voulais dire que justement, il y a toujours, exactement, c'est qu'il y a toujours, quand on parle des questions agricoles, il y a toujours une question par rapport à l'impérialisme de qui possède la terre, qui a le droit d'exploiter la terre. Et on remarque par exemple, quand on s'intéresse un peu à l'Amérique du Sud, qu'à chaque fois qu'il y a eu des déstabilisations états-uniennes, des régimes à vocation socialiste en Amérique du Sud, c'était toujours au moment, ils ont toujours commencé à envahir via les services secrets souvent les pays, à partir du moment où les gouvernements ont voulu faire des réformes agraires qui allaient démocratiser la propriété terrienne. Et que c'est vraiment, c'est le genre de choses qui montrent que c'est vraiment un des nerfs de la guerre, y compris ici. Il y a quelqu'un qui a dit pourquoi il y a des boîtes à œufs sur les tables. C'est pour poser les micros, mais bien Mais- vu la Attention aux vanne. agriculteurs. Oui, parce que ce sont des œufs biologiques. Oui, ce sont des œufs biologiques. On y tient. C'était un petit clin d'œil. Tu voulais dire un mot parce que je voulais juste. Non. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est J'ai une que question sinon pour après. d'abord, cette situation paysanne, elle est mondiale, elle est terrible. Mm. Alors, elle est terrible en France, bien sûr, mais elle est aussi terrible dans le reste du monde. Et si on prend par exemple l'Inde, vous savez oui. que la situation des paysans est telle, parce que, oui, parce qu'en fait, il y a une volonté de faire rentrer à marche forcée toutes les agricultures du monde hein, dans l'agrobusiness, dans ce qu'on appelle l'agrobusiness, hein, dont l'agroalimentaire est qu'une des parties, parce qu'il n'y a pas que l'agroalimentaire. Il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un problème sur lequel Fidel Castro avait attiré l'attention déjà à l'époque. Hein, mais tout ce qui est pétrole vert, ce qu'on appelle le pétrole vert, vous savez, c'est de faire de l'énergie à partir de plantes, à partir de soja et autres, hein, et de produire ce qu'on appelle, par exemple de l'éthanol. Hein, c'est-à-dire de l'alcool qui va se substituer à l'essence à partir de produits agricoles. C'est-à-dire que des parcelles entières du monde maintenant sont cultivées hein, pour fabriquer de l'éthanol, pour remplacer le pétrole. D'ailleurs, ça ne le remplace même pas. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça provoque une spéculation sur les céréales, parce que c'est fait avec des céréales, entre autres, c'est fait avec les céréales, mais c'est fait aussi avec des plantes comme le soja et autres. Et donc, c'est absolument incroyable parce que ça crée une spéculation. Et Castro avait dit une chose très juste à l'époque, il avait dit, vous êtes fous de faire cela. Si vous commencez à produire donc de l'essence, pétrole vert, etc., vous allez provoquer une spéculation sur les céréales, et c'est entre autres ce qui va faire que des millions de personnes aujourd'hui crèvent de faim. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils meurent de faim parce qu'il y a une spéculation sur les céréales. Hein. Et cette spéculation, c'est-à-dire que des produits comme le blé eh bien, vont devenir un produit de spéculation. C'est absolument hallucinant. Hein. Le prix sur le marché mondial peut atteindre des records. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il y a la situation des paysans français, mais si on prend l'exemple de l'Inde, vous savez que la situation est si terrible pour ces paysans indiens qu'ils souscrivent, imaginez qu'ils souscrivent des assurances sur la vie et ils se suicident ensuite. Et ils se suicident pour permettre à leur famille de toucher les indemnités. Ils en arrivent là. Enfin, ils se suicident, des suicides déguisés, enfin, d'accord, de façon à permettre à leur famille de toucher quelque chose. La situation est si terrible. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que, donc, on a bien compris que cette situation des paysans français, elle est absolument abominable. C'est vrai, on en convient. Mais il est important aussi de prendre en compte cette situation paysanne au plan international. Or, du coup, la France insoumise et Mélenchon est très intéressant parce qu'il a effectivement une réflexion là-dessus. La question, il faut reprendre cette question, la question agraire. Elle fait partie de la question de l'environnement en général, hein, le rapport qu'on a à la terre, le rapport et qu'on a avec des questions comme l'autosuffisance alimentaire. Comment se fait-il que des pays du Sud, aujourd'hui, n'aient plus de d'autosuffisance alimentaire, alors qu'ils l'ont eu ? Ils l'ont eu à certains moments. Vous savez qu'en théorie, toutes les sociétés traditionnelles sont autosuffisantes au plan alimentaire. Et quand il y a des famines, c'est parce qu'il y a une guerre. Très très souvent, c'est parce qu'en amont, il y a une guerre. Ce sont les guerres qui sont à l'origine des famines. Parce que les guerres provoquent des déplacements massifs de population qui arrivent dans un lieu qui n'est pas prévu pour supporter une telle charge.
Et du coup, il y a famine. Alors, comment se fait-il que toutes les sociétés traditionnelles qui sont autosuffisantes au plan alimentaire, eh bien, ne le sont plus aujourd'hui? Il y a aussi la question du capitalisme. Parce que Bien sûr, c'est le capitalisme qui est en justement, parce que cause. les sociétés traditionnelles font des stocks. Parce qu'on stocke la nourriture. Là, on stocke plus du tout. On jette la nourriture parce qu'on la gâche. Le libéralisme économique et surtout l'ultralibéralisme d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est gâché. qui s'oppose aux réformes agraires, entre autres. Et surtout, quand on parle de la terre, on parle des besoins. Et les besoins, c'est la base. Enfin, quand on réfléchit aux besoins, on arrive directement au capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas régulé en fonction des besoins, il est régulé en fonction du profit. Du profit, Et de la justement, spéculation. la terre, en fait, on touche directement à la question du capitalisme, parce que la terre, tout le monde comprend qu'on se nourrit par la terre. Parce que même les carnivores, une bête, il faut la nourrir avec quoi? Avec des céréales. Donc au bout d'un moment, on revient à la terre. La terre, on la cultive mal. Puisqu'on gâche, on peut nourrir 2 fois la population mondiale, mais des gens meurent de faim. Donc ils meurent de faim parce qu'on leur donne pas assez de nourriture. Et surtout, ce qui est pire, c'est qu'en France, on a un territoire géographique, un des plus magnifiques, justement, des plus propices à la culture. On importe quand même de la nourriture. Ouais. Et en plus, on perd de plus en plus de paysans. Il y en a quoi, 40 000 maintenant, je sais plus, il avait donné le chiffre Mélenchon. Mais ce qui est encore pire que ça, c'est qu'ils ont 400 000 paysans. 400 000, pardon, mais avant c'était beaucoup plus. Et aujourd'hui, surtout, qu'ils vivent une situation terrible. Parce que là, ce qui est vraiment le plus compliqué, c'est aussi la question du plaisir au travail. Ils ont rien. Ils ont rien comme plaisir. Alors, en plus, avec Ils gagnent rien, ils gagnent pas leur vie. l'Union européenne s'est construite autour de la PAC. Hein. C'est la politique agricole commune qui est le berceau de l'Union européenne. Donc, c'est autour de la question agricole que l'Europe s'est construite. Alors, c'est pour ça que ça a une valeur plus que symbolique. D'autre part, au plan même symbolique et au plan de l'écho que ça a, c'est vrai que les paysans, il y a un grand écho. Je veux dire, les gens sont extrêmement sensibles. Ça ramène tout le monde aux questions Bien sûr. essentielles, d'alimentation, Capital sympathie, voilà. la Voilà. nourriture, tout ça. Alors qu'ils quoi. sont Peut-être pour ça, mais je sais pas à si on peine va en parler 5% de la population active. C'est active. pour ça que Darmanin prend des pincettes. Bon, il y a pas. question. Oui, Vas-y. Mais vas-y, Sabrina. Non, mais je Mais me non, doutais qu'on allait parler de ça à un moment donné, oui. des réactions de Darmanin, Bah du oui. fait En fait, il faut qu'on parle de la question qu'il les a stratégique aussi. caressés Ouais. dans le sens du poil. Ouais. Et beaucoup de personnes se demandent pourquoi Darmanin agit comme ça. Je pense que ça peut être bien qu'on en parle entre Oui, nous. tout à fait. Tout à fait. Et même si, à mon avis, c'est multifactoriel. Oui, hein. exactement. Voilà. Oui, Ça. oui, Alors, bien vas-y, Tu poses la question, tu Azadi, réponds. Non, vas-y, pose la à ton question. avis, pourquoi Darmanin est si gentil? Je peux Non, mais proposer vas-y. 2 pistes de réflexion. Bah vas-y. Ah, moi, Pour j'ai une bien fois, une idée. voilà. Là, tu poses pas les questions J'ai deux et pistes tu de réponds. réflexion. Vas-y, Mariam. Non, mais au tout début, je sais pas, vous avez sûrement vu l'extrait de Darmanin passer quand il commentait les moyens d'action, les moyens de lutte des agriculteurs. Et tout le monde, ça a fait scandale parce que tout le monde est absolument estomaqué de voir à quel point il était plutôt sympa. Oui, non, mais ça va, là c'est légitime. Et puis ça va, il s'attaque pas aux forces de l'ordre. Et puis ça va, et puis ça va, et puis ça va. Et là, tout le monde est en mode, ah bah quand c'était les émeutiers, ça allait pas trop. Et quand c'était les gilets jaunes, ça allait pas trop non plus. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, en quoi est-ce que là c'est différent? Et donc spontanément, je me suis dit, pardon, que c'était parce que à côté c'est plutôt les classes sociales, les racisés, les indigènes, etc. qui sont les acteurs des luttes. Et là je me suis dit, alors que là peut-être que c'est le fait que c'est un syndicat qui est assez puissant, Oui. et que du coup c'est un rapport de force qui est complètement différent en fait de ce qu'on a l'habitude d'avoir parallèlement. Bah, il faut... Vous pensez quoi de ces pistes de réflexion? Bah, je pense que tu as totalement d'accord. Il y a sûrement un biais racial là-dedans, mais il y a aussi, enfin, comme disait Sabrina, c'est multifactoriel. Et pour moi, le premier, c'est la puissance du syndicat. Plutôt ça, voilà, Pour- c'est ça. parce Moi, que j'étais sur les deux en fait. La FNSEA, C'est- c'est un syndicat très implanté en France, qui contrôle beaucoup de secteurs, l'agrobusiness, la chimie, l'agriculture, etc. Et ils sont assez forts. Par exemple, ils ont fait créer à l'État français une cellule spéciale dédiée à eux, qui s'appelle la cellule Déméter, une cellule de gendarmerie, pardon, qui est dédiée à traquer ce qu'ils appellent les écoterroristes aujourd'hui. Donc, les gens qui vont rentrer dans les élevages, rien que pour filmer, par exemple, les L214, tout ça, et aux gens qui sont allés à Sainte-Soline. Donc, ils ont ce niveau de connexion à l'État qui arrive à là. Donc, je pense qu'il y a de ça, de la réaction du gouvernement qui a été plus douce. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, ils ont menacé de bloquer Paris et Darmanin a sorti les blindés. 15 000, je crois. Donc voilà. Donc oui. il y a aussi un côté de ça se passe à la campagne, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Et maintenant que c'est arrivé au port On de va voir Paris, comment ça évolue. voilà. Ouais. Ça va très vite, hein. Oui, Mais ouais, non, c'est mais intéressant. ça va vite. Et justement, c'est aussi un truc que je voulais dire. Oui, mais vas-y. si tu Moi, veux, je vais te David. couper, moi. Non, ok. En fait, moi aussi, c'est toujours ce qui est important, c'est toujours revenir à au moins les 5-6 dernières années. Parce que faut pas être dans ce qui s'est passé là dans les derniers jours. En fait, il y a Laurent de la Hesse qui veut nous déranger là. Il y a Goupix.
Ou je sais pas. Il Il y a. Excusez-moi là. Oui, ah bah, tu peux prier même. Oui, vas-y, Tu prie, peux prier prie. toute la journée même, vas-y. Non, mais là, Avec toutes tes prières. il faut qu'on reprenne l'émission là, vous savez. Avec toutes tes prières, vas-y. C'est bon? Non, Donc, non, on termine sur ça. Voilà. Toi, après, donc, Adèle, non, et en fait, ce que ensuite, je voulais on dire, c'est passe, que l'État français, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il sait c'est un pays en ébullition, tu vois. C'est un pays en ébullition qui a vécu depuis même avant la réforme des retraites, loi de travail, réforme des retraites. Il y a eu la mort de Naël, il y a eu sur la Palestine, il y a aussi une montée. j'ai compris ce que tu veux dire. Et en fait, là, tu as ce risque. Évidemment, nous, quand on voit ça, regardez, Prenez de convergence. voilà, des luttes, exactement. c'est ça Prenons stratégiquement. Nous, on le voit, on se dit, moi je le vois, je me dis, oh, les paysans, si on peut faire paysans, taxi, étudiants, En fait, tout le il monde. veut dire si Non, le- mais attends, je vais te Je peux l'expliquer. te traduire parce que je crois qu'ils n'ont pas compris. Bah, je voulais les traduire, mais vas-y. Ah, vas-y. Non, vas-y, explique. Non, il veut dire que si le gouvernement est cool avec eux, c'est parce qu'il ne veut pas que ça s'embrase de façon générale et que tous les secteurs, entre guillemets, parce qu'il y a eu plusieurs embrasements, et que pas que là, il y a un embrasement général. En fait, regarde, Sabrina. Et donc, Non, il veut moi, les je- calmer, moi, je- quoi. Il non, joue le je- jeu de les calmer. Moi, je suis Bon. pas OK avec cet argument-là. Je peux en recevoir beaucoup, mais celui-là, ça me semble un peu utopiste. Moi, je Non, préfère non, celui il va des y avoir syndicats. Une grande convergence des luttes Non, je n'ai pas dit autour ça, des j'ai pas dit paysans, ça. je suis pas J'ai sûre. pas dit ça. Non, c'est un peu moi Ouais. qui ai dit ça. C'est mon- Non, c'est Bah, pas t'as j'ai- traduit, hein. J'ai Ouais, bah, j'ai- elle m'a traduit. j'ai accentué le trait. Mais- Mariam, tu penses à des choses précises, non? Qu'est-ce qu'il y a eu des... Non, c'est juste Moi, je pense que conjoncturel, quoi. C'est oui. quelque chose, c'est-à-dire que là, il y a une nouvelle crise sociale. Oui, mais il est quand même particulièrement gentil, Ouais, quand c'est même. vrai. Non, Il est- justement, il est quand même- je suis pas Moi, d'accord avec toi. J'aimerais ajouter Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont comparé ça avec les émeutes en disant ouais quand c'est les Noirs et les Arabes. bien Je sûr. trouve que Et cette d'ailleurs- comparaison, franchement, mais je trouve c'est qu'elle pas est du tout nulle. ce que j'ai dit. Je trouve Là, qu'elle c'est est grave nulle que cette j'ai J'ai pas pu comparaison. finir mon propos là depuis tout à l'heure. C'est ma Attends, faute. je la fais vite, s'il te plaît, Sabrina. Bon, tu veux finir? Elle m'a traduit. Bon vas-y. Je la fais vite. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, ah putain, ça a l'air intéressant parce qu'il y a eu des bombes artisanales dans des préfectures. Ils touchent des préfectures. Ils attaquent directement les lieux de pouvoir. Tu te dis quoi? Tu te dis, mais attends. Darmanin, il dit que ça. En fait, Darmanin, il a fait attention. Il a dit, oui, en plus, le journaliste, je m'en souviens, lui a dit, mais ça a touché des préfectures. Il dit, oui, les préfectures, mais pas les forces de l'ordre. Alors, rappelle-toi bien, moi, ça m'a fait tilt. Depuis quand la bourgeoisie accepte de toucher les biens matériels? Rappelle-toi, il y a toujours ce truc à une époque, on était en mode, tant qu'on touche pas aux humains, ça passe. Donc les biens matériels, on peut les détruire. Donc mais sans doute, on a pu faire des folies. Depuis quelques années, tu as bien vu que dès que tu touches aux biens matériels, on te tabasse. Même cramer une poubelle, c'est une Oui, dinguerie maintenant. là, ils ont cramé des trucs de fou. Ils ont foutu un bordel pas possible dans les préfectures. Et moi, je vois ça, moi, je me dis, mais attends, ça a l'air dingue. Non, Et mais- moi, Oui, mais attendez, Non, mais Darmanin, attends. il a dit ce sont des patriotes, ils ne touchent pas aux Voilà. bâtiments publics et aux policiers. C'est Et faux. là, quand il dit ça, il ment. c'est un Il mensonge. sait très bien qu'il y a eu des Voilà. préfectures qui ont été attaquées. Mm. Il sait très bien. Moi, je les ai vues, les voitures de police Ouais. recouvertes de lisier, je les ai vues de mes yeux. Donc, il les a vues aussi. Il sait ça. Mais je trouve qu'il ment, mais il y a une part de vérité. Il sait bien que les agriculteurs, ils ne visent pas les institutions. Ils ne visent pas, même pas le gouvernement. Ils visent au-dessus, en fait. Et je trouve que j'ai lu une Ah. petite analyse très Comment intéressante. ça, au-dessus? Au-dessus, L'Europe, c'est-à-dire c'est-à-dire l'Union l'Europe, européenne c'est-à-dire les réglementations qui sont au-dessus. Et il y avait un politologue, bon, j'ai lu son petit truc, je trouvais ça assez intéressant. Mhm. Il disait que finalement, pour un pays comme la France, c'est un atout d'avoir des agriculteurs qui font des démonstrations de force. Voilà, il y a quelque chose qui m'a fait tilt, c'est Oui. qu'effectivement, quand ils amènent vous savez, les camions avec les lisiers Oui. pour les Oui, balancer oui, sur oui. les préfectures, et ben c'est fait en corrélation avec les préfectures. Les préfectures, elles sont ok, elles sont d'accord, elles disent alors vous venez comme ça, vous faites ci, vous faites ça. C'est une espèce de ritualisation en fait de leur force Tu as- pour montrer tu as à raison. l'Europe et à Bruxelles, attention, nos paysans, Tu as pas raison. n'importe qui. Ouais, j'aime Nos trop cette paysans, analyse. Bien Ouais, sûr, et je trouve bah, bien que- sûr. Non, mais ça, c'est Et bizarre, en parce que fait, ça ça marcherait explique pour tout. un gouvernement qui Ça est explique tout. anti-Europe. C'est pas le cas du dessus là. Je comprends pas la Non. logique là. Mais si, en fait, c'est mais la si, Besoin d'être mais anti-Europe. si, mais Non, non, mais il y a quand même des attends, rapports de ils sont pouvoir. pas anti-Europe, c'est la Mais FNSEA, oui. ils veulent juste être considérés au moment où il y a des accords. Il y a des Mais- rapports de mais- pouvoir au sein de Un, l'Union rapport européenne. de mais- pouvoir. Les amis, je Tu veux vois, bien ça ce veut que pas vous- dire qu'ils veulent attends, des mais oui, devenir mais oui. Où est la anticapitalistes logique et, là-dedans la alors que révolution. la France a signé des accords de libre-échange avec Alors, le Chili. Azadi aussi, c'est tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se passe. Et d'ailleurs, ça peut être fait mais aussi avec des métallurgistes, etc. Lorsqu'il y a eu des accords aussi en ce qui concerne la métallurgie ou des problèmes en ce qui concerne la métallurgie aussi, les gouvernements aussi peuvent avoir besoin de se servir d'une contestation, d'une colère de certaines catégories professionnelles pour faire pression au-dessus. Parce que les rapports de force sont à tous les niveaux dans l'Union européenne. Vous savez comment ça marche. La PAC, la politique Surtout la PAC. agricole commune, elle est alimentée par tous les États. Et hein. la France Et- donne plus qu'elle ne reçoit. Voilà, Quand- c'est ça. Elle donne 9 milliards d'euros de plus qu'elle ne Voilà. reçoit. Alors, en même temps, qu'elle ne reçoit, en même temps, la France est quand même un des secteurs agricoles, au niveau de la population agricole, qui est très importante. Enfin, compte tenu
compte tenu le prorata entre le nombre de personnes qui sont en activité dans le secteur primaire, hein, et donc l'agriculture, et la production. La production, hein, d'accord, le revenu agricole, il est considérable. La France a un secteur agricole extrêmement productif. La première région agro-industrielle d'Europe, c'est une région française, hein, c'est la Bretagne en l'occurrence. C'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est même une des premières régions agricoles du monde en matière de céréales. En valeur ou en volume parce que moi, je crois que c'est peut-être en valeur parce que c'est pas les mêmes denrées qui sont produites en Île-de-France et en Bretagne. En Bretagne, c'est beaucoup plus avec les. Alors, c'est l'agroalimentaire, les élevages de porc. Oui. Mais en ce qui concerne les céréales, l'Île-de-France est une des premières régions céréalières du monde, hein, au niveau de la production. C'est absolument hallucinant. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce que dit Sabrina est juste, c'est-à-dire que la France peut avoir besoin de se servir de la colère des paysans dans son bras de fer, parce qu'il y a des bras de fer en permanence entre les pays européens et l'Union européenne. Quel bras de fer l'actuel Azali, t'étais pas d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins. Je comprends juste pas. Je comprends ce que tu dis, Sabrina, elle a raison sûrement, mais je comprends pas l'intérêt du coup. Je veux réfléchir en termes d'intérêt. Sabrina, qu'est-ce que veut l'État français par rapport à la PAC? Par rapport à la PAC, eh ben, donnez moins d'argent. Et recevoir plus. Okay. Bien sûr. Bien sûr. La réponse est toujours l'argent. Bien sûr, c'est l'argent. Moi, c'est une demande de la FNSEA qu'il y ait des paiements de la PAC qui soient faits. Alors, par exemple, vous savez que. Alors, je donne un exemple. Excuse-moi, tu poses une question. La jachère, la mise en jachère. Vous savez qu'aujourd'hui, les paysans sont payés pour mettre en jachère leurs terres. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on paye les paysans parce que la France produit trop. Elle produit trop de lait, mais c'est absolument hallucinant. Et donc, on arrive à cette aberration qui est l'aberration même du capitalisme. Le capitalisme est un système profondément illogique et débile, et complètement, qui va complètement à rebours des besoins, des intérêts de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, eh bien, une des plus grandes sorties d'argent de la PAC, hein, eh bien, ça consiste à payer des agriculteurs pour qu'ils mettent leurs terres en jachère, pour qu'ils cessent de travailler. D'accord ? Et donc, à chaque fois, le quota d'agriculteurs qui vont bénéficier donc des aides de la PAC pour mettre leurs terres en jachère, eh bien, ce quota, il est négocié. Il est négocié par pays. Hein. Et alors, si on prend en compte uniquement la population active dans le secteur primaire, eh bien, on va dire à la France, non, vous n'avez droit qu'à tant. Mais la France va dire, oui, mais compte tenu de notre productivité, on a droit à plus. Vous voyez, donc il y a toujours un bras de fer. Et cette colère des paysans, eh bien, elle est utilisée par la France dans les négociations de la PAC, entre autres. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais dire sur le soutien, enfin, sur l'apparente permissivité du gouvernement par rapport aux paysans. Il y a le fait, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que les paysans, n'oubliez pas que la France est un pays quand même qui a 36 000 communes. Et que 36 000 communes, c'est-à-dire que la France, à elle seule, a pratiquement autant de communes que toute l'Europe de l'Ouest réunie. Je ne sais pas si vous imaginez. Et elle a énormément de communes rurales. Et que dans toutes ces communes rurales, ça veut dire des élus, etc. Et que ces élus de n'importe quelle commune rurale sont extrêmement sensibles à la question paysanne. Extrêmement sensibles. Ça veut dire qu'en termes d'élus, et peu importe le pourcentage de population active, c'est qu'en termes d'élus, cette question paysanne, elle concerne énormément de monde en France, énormément d'élus. Donc il y a aussi un rapport aux politiques locales. Hein. Ça, c'est une chose. Et enfin, le lien que je fais, c'est avec le FNLC. Personne n'a noté à quel point M. Darmanin est extrêmement aussi tolérant avec le FNLC Corse, qui a tenu une conférence de presse il y a quelques jours, très menaçante. Alors, le FNLC, moi, attention, je ne m'émise pas là-dedans. Les Corses, on a déjà assez de problèmes comme ça. Hein. Avec les sionistes, on n'a pas besoin. D'autant plus qu'il y a quand même une tradition pro-palestinienne en Corse très importante. Il n'y a pas que des sionards, même si la Corse a été une plaque tournante de la livraison d'armes à Israël en 1948. Alors, grâce à Papon d'ailleurs, qui était préfet de Corse. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que le FNLC menace, mais regardez à quel point le gouvernement est très sympa, et Darmanin s'apprête à partir en Corse là, pour calmer un petit peu le jeu, parce qu'ils ont aussi très peur de cela. Alors, pourquoi ? Parce que le FNLC, malgré tout, a une audience extrêmement importante en Corse. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette disons, permissivité, elle tient aussi au fait qu'on a affaire à des luttes qui sont populaires. Tant qu'il ne s'agit pas des quartiers populaires, justement.
Parce que là, ce ne sont pas des vrais Français. Imaginez que Ce ne sont pas des vrais on Français. annonce le blocus de Paris. Je vous dis pas. Aïe. Bah, c'est Là, Non, mais- c'est terroriste. On l'annonce Non, mais- Il y a un truc par rapport à la solidarité nationale, pardon. Vas-y, Métalé, t'allais dire. Non, j'imaginais ce que ça donnerait juste. Vas-y, Adèle. Vas-y. Allez, on termine sur ça. Ouais. Une dernière intervention. Non, mais oui, simplement, je pense qu'il y a une des raisons pour laquelle il est aussi gentil. On parlait du risque de pas de convergence des luttes, mais d'embrasement et de que ça communique à d'autres différents secteurs de la société. Je pense que aussi, on oublie qu'il y a une grande empathie de la population française générale pour le monde agricole, le monde paysan en particulier, et que je pense que ils ont peur que les images que ça pourrait donner choquent beaucoup plus que pendant les émeutes, évidemment. Non, mais ils l'ont Voilà. pas fait avec les soignants, par exemple. Ils les ont aussi Sabrina, molestés. Sabrina, Pourtant, c'est- une infirmière, il n'y a rien de plus Oui, oui, émouvant c'est et plus Sabrina, c'est quoi ta attendrissant. conclusion? C'est quoi tes perspectives sur ce mouvement? Vas-y. Wait and see, hein. Ouais, voilà, Mariam, elle a dit écoute, on attend, peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Que On faire, verra. Sabrina? Que faire, Lénie? Et bah, achetez-vous des bottes, un tracteur, Oui, et ensuite on fait la révolution. Voilà. Alors, je suis désolée de faire le flic, mais il est 20h30. Alors, est-ce qu'on parle de la loi immigration ou est-ce qu'on passe... On dit un petit mot? Est-ce qu'on passe à la chronique du film de Yazid? Ah oui, il y a la chronique. Parce que aussi, ouais. c'est quand même... Alors, vraiment rapide. On promet d'être tous concis. Ouais. Bref, de toute façon, il n'y a pas énormément de choses à en dire, si. En vrai, on peut être long, mais on va être bref. Non. Très rapide, un seul mot chacun veux- sur la loi. Alors, Jules. Moi, j'allais dire qu'il y a quelqu'un qui a profité de la loi immigration pour s'immiscer dans la controverse et qui essaie de tailler son trou en ce moment, c'est Raphaël Glucksmann. Parce qu'à mon avis, le fait de la droitisation de Macron libère de l'espace au centre-gauche et Glucksmann, actuellement, il essaie de se positionner là-dessus. Ok, d'accord. ah oui, C'était indirect parce que je sais que vous allez parler plus longuement du Conseil constitutionnel, etc. mais tu as raison parce que Glucksmann, il faudra qu'un jour on ouvre les dossiers Glucksmann. On ouvre le dossier Glucksmann. Il y a un gros... On va revenir après. Moi, un petit mot sur la loi. Donc, elle a été promulguée le 26 janvier et il y a 35 articles sur 86 qui ont été censurés, entre guillemets, par le Conseil constitutionnel. Combien 35. 35 35 articles de loi D'accord. sur la loi en entier qui fait 86 articles. Mais attention, censurée Sur la sur la... Alors, voilà. En fait, elle a été censurée sous prétexte que... bah, voilà. Les Qu'est-ce qu'il y a cavaliers. Tu vas parler des cavaliers. Ah, les cavaliers législatifs, vous avez vu ça? Bah ouais, moi je savais pas que ça existait, les cavaliers. Ouais, c'est une belle administratifs, formule, ouais, mais je connais. explique. Bah oui, cavalier législatif, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel dit c'est pas que les dispositions sont anticonstitutionnelles, donc je sais pas que ça convient pas à la Constitution au regard des valeurs d'égalité, fraternité, blablabla. Non, là ils disent que c'est pas dans l'objectif initial de la loi. C'est-à-dire il dit au gouvernement bon bah votre loi l'objectif c'était ça, bah là ça rentre pas dedans. Et ce qui rentre pas dedans, c'est à peu près toutes les mesures un petit peu durcies qui ont été durcies au cours du processus législatif, qui ont été durcies notamment par le Sénat et par la commission mixte paritaire. Par LR et le RN. Alors le RN, comment ça? Donc, bah, en tout cas, ça a été durci pour faire, Oui, oui. pour bien ramener sûr. les votes de C'est l'aile droite, oui, bien voilà, sûr. de l'aile droite. Oui, oui, bien sûr. Donc ça, c'est la première critique, c'est de dire, voilà, vous avez censuré des articles, mais ils n'ont pas été vraiment censurés parce qu'ils peuvent revenir plus tard, hein, parce que c'est pas une vraie censure, en fait. Et la deuxième critique, c'est de dire, mais vous avez quand même laissé passer un tas d'articles qui sont quand même très problématiques. Voilà. Cavalier législatif, c'est juste pour dire. C'est ça, Oui. Cavalier législatif, c'est l'expression pour dire que les articles de loi qui sont Voilà. passés, on les censure parce qu'ils n'ont rien à faire dans cette loi. Ouais, c'est hors sujet, Tout mais à fait. c'est Voilà, pas si tu veux. C'est des intrus. anticonstitutionnel ou. C'est des intrus, c'est des articles de loi intrus, en fait. Oui, mais d'où l'expression être cavalier. Hein. Voilà. Ouais. Tout à fait. Sabrina Alors moi, j'ai vraiment rien à en dire. Ouais. Bon, bah, on va voir parce que de toute façon, semble-t-il qu'il y aura une loi immigration 2. Il y a Wissam qui essaie de rentrer. Donc, bon, on verra. hein. De toute façon, ce qui reste de la loi, c'est aussi un durcissement des conditions Voilà, c'est ça qu'il faut retenir aussi. hein. pour les sans-papiers, pour l'accès à la nationalité. Voilà, c'est un peu, vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, bah, file-moi 1000 balles, puis après, ah, c'était une blague, bah non, finalement, file-moi 100 euros, et puis voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est la loi immigration, c'est une loi d'extrême droite. Ça a immiscé aussi d'autres idées encore qui vont infuser dans la vie politique. Bon, si Darmanin se réjouit, on va pas se réjouir, donc je n'appellerai pas ça une victoire. Sauf que j'ai vu hier un film, le lien, le rapport existe. J'ai vu un film sur Pétain, sur un excellent film d'ailleurs que je vous conseille. C'est un film un petit peu ancien mais très très bien avec Jean-Yann, etc.
sur Pétain, et je pensais à cela en exergue à la fin du film. Il y a une réflexion de Paxton, Robert Paxton, qui est le grand spécialiste du pétainisme en France, de l'occupation, historien américain, il fallait attendre les Américains pour cela, et qui dit, en 1945, et j'ai repris ça en poste, en 1945, il y a eu le procès de Pétain, mais jamais le procès du pétainisme. Et c'est parce que précisément, il n'y a pas eu le procès du pétainisme en 1945 qu'on arrive à cette loi immigration aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est énorme. Bien évidemment. Où les lois passent. Et... Bien sûr. Même le Conseil constitutionnel. Ouais, sur la loi immigration, juste un petit truc, c'est que ça dit beaucoup du gouvernement qui est prêt à faire voter des lois dont il sait lui-même qu'elles sont inconstitutionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ils s'en foutent. Ils sont prêts à stresser tout le monde pendant des jours et des jours, juste pour ramener des voix. Enfin, plus rien ne vaut rien. Oui, même Darmanin, il disait ça. Darmanin, quand il défendait de la loi, il disait nous, les politiques, c'est pas à nous de juger si nos lois elles sont conformes à la Constitution, si elles sont conformes aux lois. C'est les autres qui se débrouilleront avec ça. Alors que ça, c'est complètement faux. Et pire, ça C'est redonne complètement l'argument à l'extrême droite. Franchement. Ça redonne l'argument à l'extrême droite que il faut changer cette Constitution, qu'elle est trop laxiste. Oui, eux, ils vont dire ça. Mais C'est ça, c'est le. Pétain, le travail de Pétain a été inachevé. Il a été tué dans l'œuf. Dommage, parce qu'il ça promettait. Azadi. Rien, je pense qu'il y aura un acte 2, du coup, j'imagine, ou pas, et on sera là, quoi. Et vous avez déjà tout dit, donc... Bisous à Samir, en fait. Oui, gros bisous à Samir. Ah, je pensais qu'il était dans Il est là, je pensais qu'il était là. Il est pas là. Mais j'attendais de le Il est voir. là. Il doit être devant le match. Vas-y, attends, Mariam. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est autour de Yazid, non? Ah, bah bien sûr. Ah oui. Oui, Ah, bien alors sûr, oui. juste avant la chronique, petite bande-annonce du film par l'ami Boumet. Alors, le film qui s'appelle Le dernier des Juifs. Là, ça va Donc critiquer. là, c'est le là. moment où on regarde la caméra, on regarde tous Boumed, on lui met la pression. C'est vrai? Parce qu'on aime beaucoup cette chronique de cinéma. Attends, est-ce que il la voit, du coup? Pour une fois Oui, qu'on oui, va le critiquer un chat la film, voit normalement. Elle est là. Et là, on peut souligner que toutes tes chroniques précédentes, c'était des films que tu avais bien aimés. ouais. C'est la première fois où c'est une critique. Là, ça va être. Là, on va piquer un peu. Voilà. Vas-y. Vas-y, Ouais. baisse carrément tous les micros. Ouais, éteins tout. Hein. Ouais. Bonjour monsieur, je m'appelle Roman Bellis, vous avez parlé avec mon collègue au téléphone concernant l'installation de la pompe à chaleur pour votre... Il est excellent. Eh les mecs, j'ai attrapé un juif cul égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon? Mais on va aller où, nous, maintenant? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. Oh, monsieur Belisha, c'est gentil de venir me voir. Mais je vous en prie. Tu veux pas me dire des trucs sales en hébreu? Venu shalom aleichem. C'est trop joli. Il va y avoir la guerre, je te dis. Ah mince, c'est officiel, genre? Non, mais tout le monde le sait déjà sur WhatsApp. Ça, c'est parti comme une, ça. C'est quoi ce boucan? Ça y est, ils ont raflé les Chinois? De nombreuses personnes de la communauté israélite déménagent de notre ville. Il faut qu'on parte. Nous aimerions organiser une petite cérémonie. D'accord. Très bien, parfait. Quel jour vous arrangerez? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux avoir une carte de stationnement spéciale avec ta maladie? On n'a même pas de voiture. Je vais demander quand même, ce serait dommage sinon. J'aime pas trop les juifs de base, mais toi je t'aime bien toi. Parfait, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais vous réconforter un petit peu avec quelques petits plats, du blé. Merci. Toi aussi, il faut que tu partes. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur. C'est bien. Mais ça te fait une voix de canard. Bah oui, mais c'est comme ça le rap, moi j'aime bien. Te lancer. Vas-y. Attends, est-ce que les micros sont partis? C'est bon? J'ai peut-être une petite question pour te lancer. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ce film? Est-ce que tu savais que t'allais pas apprécier en y allant en fait? La bande-annonce, je pense que tout le chat l'a compris, vous l'avez compris. Elle interroge, quoi. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils vont nous préparer quand on regarde ce film. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt de le voir, c'est de voir quelle vision a ce réalisateur de l'antisémitisme dans les banlieues, parce que c'est son sujet. Donc, c'est le premier long métrage de Noé Debré. Le film est sorti le 24 janvier. Donc, le dernier des Juifs traite de l'antisémitisme dans les banlieues du point de vue de ce qui semble être la dernière famille juive. Gisèle, une mère mourante, et son fils Belisha, 27 ans, est insouciant.
et le tout prenant décor une cité du 93. Mhm. Voilà. Donc, le réalisateur a dit sur France Culture, et là je cite, « On a rarement l'impression d'avoir fait un film pertinent au moment où il sort, et je crois qu'il l'est d'autant plus aujourd'hui. » Je peux vous dire tout de suite que c'est loupé. Si la pertinence est le fait de démontrer une justesse d'esprit, ce film fait tout l'inverse, mais il le fait gentiment. Et oui, et il le fait avec la tendresse de la petite bourgeoisie qui se permet de vous regarder, qui se permet de regarder tout le monde de haut et d'offrir à son public le spectacle voyeuriste de la triste banlieue. On le comprendra dès le début du film. La caméra descend du ciel, accompagnée d'une voix off nous présentant le héros. Le réal amène ainsi son public à traverser le périph' et à partir en safari en banlieue. Ce point de vue condescendant et misérabiliste ne nous quittera plus. Il se refusera toujours à creuser la question de l'antisémitisme dans les banlieues, d'essayer d'en chercher les causes et les conséquences, et de ce fait, il a l'effet pervers de le naturaliser. Mais nous pouvons aller plus loin. Le film, par ses choix de mise en scène, va, et toujours avec gentillesse, bien sûr, nous dire que nous sommes le problème, oui, nous, les indigènes de banlieue. Les Arabes, quoi. Les Arabes, les méchants Arabes. Les musulmans, quoi. Les musulmans, quoi. Par gentiment, je veux dire bien sûr, je veux dire que bien évidemment, le film n'est pas ouvertement raciste, mais par ses choix de mise en scène, il en arrive aux mêmes conclusions. J'ai choisi de prendre deux exemples pour vous illustrer ma thèse. Le premier est une question. Savez-vous qu'il n'y a pas d'hommes arabes ou noirs dans le 93 ? Eh oui, car ce film réussit l'exploit de ne pas les montrer en 1h30 de film. Au mieux, quelques secondes. Peut-être qu'ils étaient... Oui, mais c'est ce que je dis. Quelques secondes, aucun personnage arabe ou noir. C'est ça, il n'y a... C'est un hommage à Camus, je crois. Peut-être, sûrement. Oui, exactement. C'est un peu l'étranger, j'y avais pas pensé. Ouais. Pas mal. Donc, moi, je me suis dit peut-être qu'ils étaient tous à la mosquée pendant le tournage, mais ça m'étonnerait. Donc, tel le monstre de films d'horreur, ils sont cachés pour mieux les suggérer. Ce sont des cambrioleurs qu'on ne voit pas, des auteurs de tags antisémites, ou pire, des militants pro-palestiniens. On les devine. Voilà, ils sont quelque part. Il y a un tag à un moment où il y a écrit sioniste. Exactement, exactement. Donc, ce choix de cacher les hommes est en miroir de celui de ne montrer comme personnages arabes positifs que des femmes. Des gentilles mamans du bled qui apportent des plats à la voisine musulmane qui trompe son mari avec le héros et qui adore les phrases salas en hébreu. La ficelle. T'es sérieux? Hey, tu t'es pas me laisse même pas rire. Mais c'est horrible. Oui, non, mais il y a tout ça dans le film. Attends, tu veux que je reprenne tout depuis le début? Non, en fait, les seuls personnages positifs du film, c'est des femmes, dont des gentilles voisines qui apportent des plats du bled et une voisine musulmane avec qui trompe son mari avec le héros et qui aime bien les phrases salas en hébreu. C'est les B-words. Les phrases salas en hébreu. Voilà. La ficelle est un peu grosse ici. Ressort classique du racisme en France, on se sert de la femme arabe pour diaboliser l'homme. Voilà. Le second choix de mise en scène est celui du rapport au beauf. Deux séquences dans le film s'enchaînent. Je vais vous la décrire. La première, le héros du film est dans la banlieue avec son cousin, vendeur de pompes à chaleur. Ce dernier lui explique qu'il ne faut surtout pas avoir peur de s'affirmer juif, surtout devant les Arabes. Séquence d'après, Belisha sonne à la porte d'un gentil compagnard. Ce dernier l'invite tout de suite à boire un coup, signe tous les papiers et finit même par inviter le cousin. Donc si je résume, on nous dit juste avant qu'il faut faire gaffe aux Arabes et le moment d'après, on nous présente l'hospitalité du petit blanc de campagne dont on ne soupçonnerait jamais une once de racisme. En clair, le film nous dit « Ah, qu'est-ce qu'on serait bien sans les Arabes ?» Donc pour conclure, le film, qui en racontant pour la première fois peut-être au cinéma l'histoire des Juifs de banlieue, aurait pu traiter son sujet plus sérieusement, en le politisant, finit par, au contraire, par valider le statu quo et pire encore, le naturalise. Agnès Jaoui et Noé Debré ont déclaré sur France Inter qu'ils ne voulaient pas stigmatiser les musulmans. J'imagine comme à Noël, c'est l'intention qui compte. Mais moi j'ai une question parce que pourtant dans le cinéma français, il y a quand même ce truc-là où on aime bien mettre au cinéma un peu la fraternité juive, arabe et tout. Dans les comédies françaises, en tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup vu moi. Là, il n'y a pas un peu, je sais pas, une petite histoire. En fait, il le fait, mais avec des femmes arabes. Que les femmes, ok. Exactement. Donc, c'est de la femme la femme musulmane en regard de l'homme, ce que la graine et le mulet ce film faisait déjà. Tu t'as dit à la fin que Agnès Jaoui et l'autre ont précisé sur une chaîne de radio ils ont dit qu'ils ne voulaient pas stigmatiser les musulmans. Mais pourquoi ils ont dû préciser ça? Parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ils ont dû se dire attention, on ne voulait pas les stigmatiser? Pourquoi ils ont précisé ça? En fait, parce que ce sont des gens qui se disent de gauche. Oui, non, mais d'accord, mais... Est-ce que tu vois ma question? Oui, non, bien sûr. En fait, dans leur logiciel, ils savent très bien que ce film pouvait amener à stigmatiser des musulmans. C'est par rapport ils savaient ce qu'ils faisaient. En fait. Bah oui. Tu te rends compte, tu fais un film et tu dis directement attention, vous voulez pas se mettre. Oui, non, mais le truc, c'est qu'ils le font gentiment.
C'est-à-dire, le film n'est pas ouvertement En fait, on va raciste. parler de l'antisémitisme des Arabes, mais gentiment, quoi, pas comme des fachos. Voilà, avec c'est le ça. regard condescendant Tu de te la rends compte petite que de bourgeoisie. préciser que tu veux pas stigmatiser une population, C'est ce qu'on appelle c'est le quand même- racisme c'est quand même paternaliste. le faire, tu comprends Il y a un truc psychanalytique. Mais quoi, attends, réfléchis 2 secondes. Tu Oui, fais un mais film, c'est la Cagnon le d'où. premier truc que tu dis, attention, on voulait pas stigmatiser les musulmans, mais c'est trop Ah, bizarre c'est comme pas truc. tous les musulmans. Alors, de toute façon, Mais c'est Oui, bizarre, voilà. il y a Sionistes, ça va. un problème au niveau du message subliminal dans le titre, le dernier des Juifs, je veux dire. Tout est dit. Oui, le dernier Tout est dit. Mohican, oui, Et c'est un peu quel drôle, que soit le propos du film, et même sans avoir vu le film, le simple fait de ce titre, le dernier des Juifs, ça fait écho avec l'argumentaire sioniste, raciste actuellement qui est très très en vogue. Si des Français juifs émigrent en Israël, c'est parce que la vie est devenue impossible en France à cause des musulmans. Et ça, c'est vraiment et d'ailleurs, les Juifs français, selon eux, commencent par déménager dans des quartiers plus safe, d'accord, les quartiers un peu bourges. Et ensuite, comme ça suffit vraiment pas, hein, comme on dit, ils doivent retourner à la maison. Et c'est-à-dire, pour eux, précisément, c'est Israël, la Palestine occupée. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'ils en pensent, et quelles que soient les intentions, alors moi aussi, ça me paraît un petit peu louche malgré tout ce film. Il y a des choses un petit peu pas très claires là-dedans. Ces questions auraient pu être traitées de façon même humoristique, Bien sûr. différemment. Mais ce que je veux dire, juste, je termine. Et ce que je veux dire, c'est que le titre lui-même déjà pose problème. En plus, ensuite, les déclarations de Jaoui récentes là m'horripilent aussi quand même pas mal concernant ce qui se passe en Palestine. Petite mention spéciale au générique de fin. Le héros s'en allant valise à la main sur J'ai quitté mon pays d'Enrico Macias. Pour lequel j'ai eu un énorme fou rire. Bon, on arrête là. Je pense que tout est dit. On arrête sur ça, les amis. Ouais, c'est bon. Bah, merci à tous d'avoir participé à la paire. Merci à l'équipe technique. Merci au chat. Et merci à je sais plus. À qui. tout à l'heure, tout de suite. Je crois que ça va. Et à tout à l'heure, oui, bah, bien sûr. Et merci à Myriam. Et merci Merci à Myriam. Ouais, Bravo. Ça va, j'ai pas fait grand chose ce soir. Mais et donc on enchaîne tout de suite avec une émission avec Wissam. Donc là, ça va être une émission aussi un peu chill, détendue, c'est débat parallèle et on va parler de l'engagement des artistes Il y a Ilyes notamment. aussi. Il y a Ilyes. Dans les coulisses On arrive tout de d'Ilyes. suite. Hein. Je l'ai pas encore vu, c'est pour ça, je me rends pas compte. Mais il y a Ilyes, oui. On arrive tout de suite dans 10-15 minutes. Oui, bien sûr. Même pas, les gars. Même pas, non, ils vont enchaîner direct là, je pense. Même pas. Enfin, je crois que je suis dedans. C'est bon.